Bonjour à tous, merci d'être venus à cette heure un peu matinale au Forum européen de bioéthique pour suivre cette première table ronde de la journée qui s'annonce passionnante. Merci également aux internautes qui, où qu'ils soient, nous regardent souvent très nombreux sur Internet. On attend également vos questions, ne l'oubliez pas, sur Internet pour qu'on puisse y répondre en fin de table ronde. Tous experts. Alors peut-être que le titre n'explicite pas beaucoup la thématique de la table ronde, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Nani gigantum humeris incidentes. J'adore commencer avec une locution latine. Bon, ça me fait un peu penser aussi à la scène des trois frères avec le notaire, ce qui est beaucoup moins érudit. Mais cette phrase, qui date du XIIe siècle, et qu'on attribue à Bernard de Chartres, elle dit la chose suivante: nous sommes tous des nains sur des épaules de géants. Alors cette phrase, elle est bien connue et je trouve, moi, c'est une phrase que j'affectionne beaucoup parce qu'elle explique que finalement, plus le temps passe, plus nous accumulons des connaissances et plus à chaque génération, à chaque individu, eh bien, on accumule les connaissances qui nous ont été données par le passé. Cette image, elle s'imprime généralement dans nos esprits comme une image de verticalité, quelque chose qui s'élève ou qui s'érige vers le ciel. Et moi, c'est l'image que je me fais en tout cas, je ne sais pas si vous la partagerez, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a une main, peut-être d'un géant encore plus titanesque que celui de la somme des nains les uns sur les autres, qui vient écraser et qui nous donne une impression d'horizontalité de l'information et des connaissances. Alors, on va bien entendu l'expliquer un petit peu, mais quelles pourraient être les causes de cette impression finalement d'information qui n'est plus forcément verticale, avec des experts d'un côté et ce qu'on appelait auparavant des profanes de l'autre? C'est peut-être plusieurs choses. Tout d'abord, il y a l'accessibilité de l'information. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à toutes les informations. Moi, personnellement, j'ai travaillé mon Master 2 de neurosciences sur Wikipédia, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à l'ensemble des connaissances sur Internet en libre accès, gratuitement, avec parfois des MOOC, avec parfois des gens de très grande qualité qui dispensent un enseignement accessible à tous. Deuxièmement, il y a l'hyperconnexion ou l'hypercommunication. C'est-à-dire que là où avant la communication se faisait difficilement, de personne à personne, en rendez-vous, autour d'un café, au téléphone, aujourd'hui, la communication, elle se diffuse très largement et elle se diffuse quasi immédiatement. Puis enfin, il y a aussi un autre aspect qui a déjà été évoqué par certains sociologues, qu'on pourrait dire peut-être une dérive de la démocratie ou du principe fondamental qui est extrêmement important de la démocratie, mais qui est celui du droit de s'exprimer. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde peut s'exprimer, notamment via les réseaux sociaux. Et on pourrait évidemment imaginer que c'est quelque chose de très positif. Moi, je ne suis pas pour priver de la liberté d'expression, bien au contraire. Mais ça peut donner quand même de temps en temps des conséquences un peu inattendues. Et ça peut également nourrir, dans certaines situations, une forme de scepticisme à l'égard justement de ces prétendus experts. Alors ce scepticisme qui se disperse un petit peu à travers les réseaux sociaux, à travers les médias de manière générale, ça peut affecter le climat. On parle du climato-sceptisme. Aujourd'hui, sur un plan scientifique, la question ne fait pas tellement débat, ce qui n'empêche qu'un certain nombre d'individus, qu'un certain nombre même de pays, sur un plan politique, peuvent rester sceptiques vis-à-vis de cette vérité scientifique, si on peut dire. Après, ça peut être physique. Vous connaissez les terreplatistes qui continuent à penser dur comme fer que la Terre est plate. Sur un plan diététique, chacun va nous dire, voilà, ce régime-là, il vaut mieux manger comme ci, il vaut mieux manger comme ça. Sur le plan de l'éducation, comment est-ce qu'il faut éduquer nos enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. Et bien évidemment, dans le domaine de la santé, et c'est probablement ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui dans le cadre du Forum européen de bioéthique. Alors, au niveau de la santé, je ne vais pas être exhaustif, mais on peut parler de la vaccination, on peut parler de la contraception, on peut parler du dépistage du cancer du sein, de la maladie de Lyme, de l'homéopathie. Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis fait enguirlander par un patient à qui je ne proposais pas du cannabis dans le cadre d'une maladie de Parkinson. Et une fois de plus, l'information qu'il détenait semblait être l'information la plus juste puisqu'il l'avait croisée sur un certain nombre de réseaux sociaux et sur la foi d'un certain nombre d'experts qui s'étaient exprimés sur le sujet. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est le concept même de vérité qui est remis en question avec cette notion un peu à la mode de post-vérité qui là aussi peut être utilisée que ce soit par n'importe quel citoyen, n'importe quel médecin, n'importe quel politique.
Donc finalement, quels sont les acteurs qu'on a essayé de réunir aussi un petit peu ce matin pour discuter de cette pièce de théâtre qui parfois ressemble un petit peu à du théâtre de l'absurde? Bien évidemment, il y a les médecins. Alors certains peuvent parfois être d'authentiques lanceurs d'alerte et c'est important d'avoir des lanceurs d'alerte, de pouvoir protéger les lanceurs d'alerte, mais je pense qu'on s'accordera aussi pour dire que peut-être d'autres sont plus des lanceurs de sottises par exemple. Le fait médiatique, c'est extrêmement important. Que ce soit des médias institutionnels, télévisuels ou des médias, des journaux, etc. Ou alors que ce soit des médias maintenant beaucoup plus, on va dire, isolés. On peut penser à certains blogueurs, certains youtubeurs qui parfois vont avoir finalement un auditoire qui est parfois plus large que celui d'un média national. Il y a aussi les associations de patients, très importants, qui ont bien entendu quelque chose à dire de la médecine et quelque chose à dire de la maladie, et les patients eux-mêmes. Et après, on pourrait bien entendu élargir le débat à tout ce qui est système éducatif et j'en passe. Donc pour en parler ce matin, nous avons la chance d'accueillir à cette table ronde, dans l'ordre, Philippe Breton, qui est professeur des universités. Il enseigne au Centre universitaire d'enseignement du journalisme à l'Université de Strasbourg. Il est directeur éditorial du site de l'Observatoire de la vie politique en Alsace. Il a notamment écrit L'explosion de la communication, la naissance d'une nouvelle idéologie, ou L'utopie de la communication, le mythe du village planétaire. Donc je suis totalement convaincu qu'il aura des choses à nous dire sur ce sujet. À sa droite, nous avons également la chance d'accueillir Madeleine Acriche, qui est directrice de recherche à l'École des mines de Paris, qui s'est d'abord consacrée à la sociologie des techniques, puis qui s'est ensuite orientée vers des questions en rapport avec la médecine, et notamment les pratiques obstétricales. Elle a coordonné plusieurs projets européens portant sur les associations de malades, et en particulier sur leur contribution à la production des connaissances. Israël Nizan, professeur de médecine, président du Forum européen de bioéthique et président du Collège des gynécologues obstétriciens de France. Et en dernier lieu, Brigitte Fanny-Cohen, qui est chroniqueur médical dans l'émission, qui a été chroniqueur médical dans l'émission Télématin sur France 2 de 1992 à 2019. Donc probablement que son visage vous dit quelque chose, c'est parce que vous l'avez nécessairement vu à la télévision à un moment donné. Elle a toujours fait des reportages de grande qualité qui ont été souvent récompensés par des prix. Et bien entendu, c'est en qualité de journaliste, et pas des moindres, que nous l'avons conviée ce matin. Je vais tout d'abord laisser la parole à Philippe Breton, qui, par son expérience du journalisme et pour avoir écrit sur ce sujet, a certainement beaucoup d'éléments à nous communiquer. Bien, merci pour votre invitation. Alors, comme d'habitude dans ce forum, moi je vais faire un détour, c'est-à-dire je ne vais pas parler de santé, mais vous entendrez dans ce que je dis un certain nombre de choses qui sont en sous-titres par rapport à ça. Moi j'ai cru comprendre que le thème de la table ronde était un questionnement assez fondamental, la question de savoir si chacun d'entre nous, chaque citoyen peut être expert. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une doxa qui répond par la négative. Moi, je vais y aller avec mon optimisme. C'est-à-dire, je vais répondre à la question, oui, chaque citoyen peut être expert. Et c'est d'ailleurs, et il ne faut pas l'oublier, la promesse fondamentale de la démocratie qui fait de chacun d'entre nous un être en capacité de juger de l'ensemble des affaires de la cité. Donc si on répond non à la question, ça nous pose en arrière-plan une interrogation sur cette promesse de la démocratie. Alors oui, chaque citoyen ordinaire peut être expert. La question est évidemment de savoir à quelles conditions, puisque ce n'est pas un donné, c'est quelque chose qui doit évidemment se construire. Alors moi j'ai rencontré dans mes recherches la question de l'expertise sur au moins 3 terrains de recherche que je vais partager très rapidement avec vous, même s'ils n'ont pas de rapport avec la santé, mais on verra de façon sous-jacente comment le problème se pose. Le premier terrain sur lequel j'ai rencontré cette question de l'expertise, c'est sur le statut de l'opinion. Alors c'est une question un peu théorique, mais en même temps c'est une question pratique. Comment se forme l'opinion? Comment se forment nos opinions? Par quel mécanisme nous en arrivons à avoir un avis, un point de vue, non seulement sur le monde, mais sur les différents éléments qui se composent, point de vue d'ailleurs sur lequel régulièrement on nous demande de participer à la décision, notamment par l'élection. Le deuxième terrain
sur lequel j'ai rencontré cette question de l'expertise, qui peut nous rapprocher un peu du sujet. C'est sur la question des conseils de quartier. Lorsque Roland Ries était maire, à l'époque du début de son mandat, il m'avait sollicité pour faire un projet de rénovation des conseils de quartier à Strasbourg. J'ai proposé un projet qui mettait précisément le citoyen au centre comme expert de toute série de questions qui concernaient la ville. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. Le troisième terrain de recherche sur lequel j'ai rencontré cette question d'expertise, qui est un terrain sur lequel je crois chacun d'entre nous est sensible, c'est la question des jurys d'assises. Ce n'est pas une question tout à fait neutre, parce que vous savez que les jurys d'assises, c'est tout simplement cette prouesse démocratique de dire un citoyen tiré au sort peut rendre un jugement fondamental qui va impacter en profondeur la vie de quelqu'un qui peut être déclaré soit coupable, soit innocent, avec différents degrés de culpabilité. C'est un très bel exemple, les jurys d'assises, bien au-delà du cadre judiciaire, puisque c'est là qu'on a un terrain, au fond, où on essaye de transformer une personne tirée au sort, qui n'y connaît en général pas grand-chose au droit, qui ne connaît pas grand-chose à la situation, en un expert qui va, au bout du processus, prendre une décision fondamentale, la plus informée possible. Alors, je vais dire quelques mots sur chacun de ces trois terrains de recherche, mais je voudrais d'abord préciser, pour cadrer un petit peu de mon point de vue, en tout cas, la question de l'expertise. Il y a 3 registres de l'expertise qu'il ne faut pas confondre, qui sont les 3 registres classiques du langage et de la communication. Il y a 3 registres, ce sont les vieux registres aristotéliciens, notre culture est posée là-dessus. Il y a le registre de l'expression de soi, du sentiment esthétique, où là chacun est expert de lui-même, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il y a le registre de l'opinion, c'est-à-dire de ce qui est discutable, de ce qui est toujours discutable, et Dieu sait si beaucoup de choses relèvent, même si elles ont une apparence et un fond qui les nourrit du point de vue de l'objectivité scientifique, beaucoup de choses relèvent in fine de l'opinion, y compris dans les domaines sur lesquels nous allons peut-être parler aujourd'hui. Ça, c'est le 2e registre. Puis il y a un 3e registre qui est celui de la description objective, celui de l'information journalistique ou celui de la production de connaissances. Je crois que ce sont 3 registres d'expertise qu'il faut séparer, sinon on va un peu mélanger les choses, et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, puisqu'on mélange les choses, on juge de connaissances objectives avec de l'affectif, on y mêle de l'opinion, bref, on ne s'y retrouve plus. Je crois que cette proposition qu'Aristote nous avait faite de bien distinguer les 3 registres pour y voir un petit peu plus clair, elle est toujours d'actualité. Alors sur la question je parlais des conseils du quartier et puis des jurés d'assises. Sur la question des jurés d'assises, je ne vous fais pas une chronique judiciaire, c'est juste qu'on réfléchisse sur la question de l'expert dans une situation un petit peu dramatique. Alors d'abord, rappeler que c'est un principe politique, c'est le peuple qui juge. Dans le domaine pénal, dans le domaine de tout ce qui est infraction à la loi, trouble à l'ordre public, à l'ordre social, le principe de base, c'est le peuple qui juge, et ce principe, nous devons y tenir comme à la prunelle de nos yeux, parce que c'est le principe même qui permet la démocratie. La démocratie est née dans le refus de la vengeance privée, dans le refus de la guerre civile, et l'idée que c'est bien le peuple qui doit juger de la façon la plus objective, je mets des guillemets évidemment, possible, est un principe tout à fait fondamental. C'est pour ça que nous tirons les citoyens au sort pour devenir magistrats le temps d'un procès. Alors là, on pourrait se dire, au fond, la question de l'expertise, elle est posée, c'est-à-dire, on tire au sort qui ? Un enseignant, une personne qui ne travaille pas, un chômeur, on tire n'importe qui au sort, bien évidemment. Et voilà, 9 personnes ou 12 personnes qui se retrouvent autour d'une table et qui doivent juger quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis un crime. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'automaticité dans les jurys d'assises, puisque, quels que soient les faits, un jury d'assises est souverain pour décider qu'une personne ne sera pas poursuivie, sera déclarée innocente. Et ils n'ont de compte à rendre à personne, sauf à la procédure d'appel, qui évidemment qui permet de sécuriser sur le plan juridique les choses. Alors, le premier constat qu'on peut faire, c'est que dans la plupart des cas, il y a des exceptions, bien sûr, mais dans la plupart des cas, la justice est rendue.
C'est-à-dire que ça marche. C'est-à-dire que des non-experts au début d'un processus sont en capacité de rendre une justice qui est, on va dire, la plus équitable possible. Alors, on sait bien, il y a des erreurs judiciaires, il y a ici et là, mais globalement, le dispositif fonctionne bien. Alors, il fonctionne bien, pourquoi? Parce qu'on a transformé un citoyen ordinaire en expert de la question. Alors, comment ça s'est fait? C'est intéressant de voir la méthodologie, le processus. Qu'est-ce qui se joue dans cette transformation, encore une fois, de l'homme ordinaire en expert d'une question? Alors, je crois que pour comprendre ce qui se passe là, je voudrais citer, parce que j'ai encadré la thèse d'une doctorante, Célia Gissinger, qui a fait une très jolie thèse sur les jurés d'assises, et sa thèse s'appelle « La conversion démocratique ». C'est-à-dire comment quelqu'un d'ordinaire est converti, d'une certaine façon, à la démocratie, au refus de la vengeance et à la capacité de rendre, encore une fois, un jugement qui est à l'écart de l'affectif, qui tient compte des faits, mais qui tient compte aussi du contexte plus global. Alors comment ça se passe? Un juré, vous avez peut-être assisté déjà à une séance d'assises, c'est tout à fait étonnant, c'est un dispositif un peu théâtral, évidemment, mais c'est un dispositif de parole très particulier. D'abord, ce qui est demandé au juré, la première chose qu'il leur a demandé, c'est de se taire. Un juré d'assises n'a pas le droit de parler. Alors je dirais que cette obligation au silence, c'est peut-être la possibilité de l'écoute. Mon collègue et ami David Le Breton pourrait compléter tout à fait ce que je dis sur ce thème. Il ne peut pas parler. Pour être expert, il faut peut-être d'abord être silencieux pour se placer dans la meilleure position de l'écoute. Alors je ne dis pas que certains jurés d'assises ne dorment pas de temps en temps quand les procès sont longs, mais la plupart du temps, on les voit attentifs, silencieux, d'autant plus qu'ils n'ont pas cette pulsion de l'époque qui est, avant même d'écouter, je parle, qui est un peu ce qui est l'envahissement des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on n'écoute pas, on parle. La place de l'écoute dans les réseaux sociaux, elle est quasiment minimale. Ensuite, la deuxième chose qu'on demande au juré d'assises, c'est de décider dans son fort intérieur. Moi, j'aime bien cette notion de fort intérieur. Ça renvoie à une vieille notion qui n'est plus tout à fait de mode aujourd'hui, parce qu'on est dans l'interactivité, il faut réagir vite, il faut communiquer. Le fort intérieur, c'est ce lieu que nous connaissons chacun d'entre nous, c'est-à-dire on se tait, on se déconnecte un peu du monde et on réfléchit à l'intérieur de soi. Et on voit que quand on se place dans la posture de ne pas réagir immédiatement et qu'on réfléchit à l'intérieur de soi, il se passe des choses. Tout d'un coup, on a une distance, tout d'un coup, on réfléchit, on a d'une certaine façon les conditions pour mieux juger. Le juré d'assises, ensuite, il est le spectateur d'experts qui débattent entre eux. Ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'un tribunal d'assises, il y a le procureur qui charge et l'avocat qui décharge. C'est-à-dire qu'il y a un débat contradictoire à grand renfort de faits, d'informations. On fait venir des experts, des médecins, des psychologues, des experts dans toute une série de domaines. C'est-à-dire qu'il est le spectateur actif, il est l'écoutant actif d'un débat contradictoire entre experts. Aucun expert n'a la vérité en lui-même. Et la formation du jugement, y compris dans les matières scientifiques, ce n'est pas la vérité qui descend du ciel, c'est un débat contradictoire entre experts qui s'entendent à un moment donné sur un état des connaissances. Il est donc spectateur d'un échange contradictoire, et c'est comme cela qu'il se forge une expertise. C'est là qu'il devient expert. Alors il ne devient pas expert de la spécialité médicale qui est là, il ne devient pas expert en droit, il ne devient pas expert en procédure pénale, il devient expert dans ce qu'on lui demande très localement, c'est-à-dire de juger, de rendre un jugement sur une personne. Et puis, dernière condition qui fait du juré d'assises au départ quelqu'un d'incompétent et qui le transforme en expert, c'est qu'il est responsable de son jugement. Si chacun était responsable des propos qu'il tient dans l'espace public, si chacun pouvait être tenu responsable des propos qu'il tient dans l'espace public, les choses se passeraient différemment. Il est responsable, c'est-à-dire qu'il va, quand le procès s'arrêtera, qu'il va rentrer chez lui, qu'il va parler avec sa femme, ses enfants, qu'il va avec ses amis, c'est lui qui aura rendu le jugement. C'est-à-dire c'est lui qui a pris, avec les autres, collectivement, c'est lui qui a pris cette décision lourde d'innocenter quelqu'un que tout le monde croyait coupable ou de condamner lourdement quelqu'un dont on se posait la question sur sa culpabilité. Cette idée de responsabilité, on est expert quand on est responsable de ce que l'on dit. Et il y a
tout un ensemble de conditions dont vous voyez bien qu'elles concernent les jurés d'assises, mais qu'on pourrait transposer, qu'on pourrait généraliser dans la réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'expertise. Ces 5 points que je viens de développer. Deuxième et dernier temps de ma courte intervention, je suis dans les temps, hein, je vais faire... comme je l'ai dit, les conseils de quartier. Alors, les conseils de quartier, c'est quelque chose de passionnant. Là, on est dans une recherche un peu plus concrète. Vous savez que dans la cité, ce sont les élus qui prennent les décisions. Nous élisons pour qu'ils prennent toutes sortes de décisions, et pas uniquement sur les ponts et la voirie, mais des décisions qui peuvent être importantes pour notre cadre de vie, pour notre vie ensemble, pour le vivre ensemble. Donc la démocratie municipale, c'est quelque chose d'important, on s'en rend compte tous les jours. Lors de son dernier mandat, quand Roland Ries a été réélu, il a souhaité rénover les conseils de quartier, puisque les conseils de quartier n'étaient qu'une vitrine un peu vide, ils étaient dirigés par des élus, avec des gens qui étaient choisis par les élus. Enfin, ça n'avait pas véritablement de crédibilité, les anciens conseils de quartier. Et Roland Ries avait dit, mais il nous faut une crédibilité démocratique, donc allons chercher des citoyens qui ne sont pas élus, mais qui pourraient nous apporter une expertise en tant que citoyens sur les décisions à prendre. Et Roland Ries avait pris une décision tout à fait importante d'annexer à chaque décision municipale l'avis du conseil de quartier. C'était donc un avis consultatif, mais qui avait un poids politique important, parce qu'évidemment, si une municipalité prend une décision et qu'il annexe automatiquement à la décision un avis négatif des conseils de quartier, ça a évidemment un poids tout à fait politique. Alors, j'ai fait un certain nombre de propositions, j'ai fait un rapport pour faire un certain nombre de propositions sur comment refondre les conseils de quartier, en m'inspirant à la fois d'expériences qui avaient été faites en Allemagne sur les jurys citoyens, et qui étaient des expériences tout à fait positives, et puis aussi de cette expérience des jurys d'assises. J'ai donc proposé de tirer des citoyens au sort pour composer un conseil de quartier, qu'ils puissent autogérer leurs débats avec des animateurs éventuellement professionnels pour pouvoir rendre un avis, et qui étaient surtout en capacité, comment vous prenez des gens tirés au sort qui n'y connaissent pas grand-chose à la vie de la cité, par définition, pas forcément, comment les rendre experts de la vie publique au point qu'ils puissent rendre une décision qui aura un poids sur la décision politique. Le dispositif était simple, c'est le même que les jurys d'assises, leur donner une capacité d'auditionner des experts. C'est-à-dire une capacité légale de dire, voilà, on nous demande notre avis sur la construction d'un pont, sur la suppression de l'auto à Strasbourg, sur la suppression du diesel, etc. Pour rendre cet avis, eh bien, comme nous n'y connaissons rien, nous allons nous placer en position d'auditionner différents experts qui ont peut-être des avis contradictoires, des experts techniques, des experts scientifiques, mais aussi des experts de la vie sociale, des associations. Et nous nous formerons dans ces conseils de quartier, ces citoyens se formeront une opinion à partir de ce qu'ils auront entendu. Ils partent d'une incompétence et ils arrivent à une position où ils peuvent juger d'un problème local. Alors, c'est très important dans la notion d'expert, aucun expert n'est universel. On est toujours expert d'une question précise. Une des grandes dérives de l'expertise, c'est parce que vous êtes expert dans la volcanologie, on va vous demander votre avis sur un roman. Et là, il y a évidemment une dérive qui s'est faite sur l'expertise. Alors voilà, ces conseils de quartier, à l'époque, le rapport avait intéressé pas mal de gens. On était là dans une espèce d'une certaine façon de radicalité démocratique, puisque, encore une fois, on prenait des citoyens, on les transformait en experts de la chose politique. Alors, je dois vous dire que cette proposition n'a jamais débouché sur la moindre expérience, puisque il y a eu un recul du monde politique à ce moment-là, disant écoutez, c'est très bien, mais les conseils de quartier, on aimerait bien quand même un peu contrôler leur action. Nous prenons de grands risques politiques à donner la parole à des citoyens. Donc ça n'a jamais vu le jour, à mon grand regret, mais je comprends bien de leur point de vue que ceux qui se présentent avec la légitimité élective comme experts de la vie publique puissent se trouver en difficulté à se confronter à une véritable expertise populaire
et qu'au fond, le citoyen dans nos sociétés, je termine là-dessus, le citoyen dans nos sociétés, et on l'a bien vu avec ce qui arrive au jury d'assises, puisqu'on est en train de démanteler ce régime pourtant très, très démocratique, ce qui pose aujourd'hui problème, c'est peut-être précisément que ce risque pris que le citoyen incompétent puisse effectivement devenir expert, c'est-à-dire réaliser tout simplement les promesses de la démocratie. Je vous remercie. Merci Philippe Breton. Madeleine Krisch, vous êtes experte probablement dans d'autres domaines aussi, mais notamment dans celui des associations de patients. Et c'est vrai que l'association de patients, c'est quelque chose qui... c'est une avancée, on va dire, dans le domaine de la santé, puisque c'est donner la parole à ceux qui sont les principaux intéressés et qui donc ressentent les symptômes ou ressentent la maladie ou vivent avec la maladie, ce que ne fait pas effectivement le médecin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la question de l'expert ? Alors d'abord, pour compléter un tout petit peu le portrait que vous avez fait de moi, je voulais préciser qu'en fait j'ai une sorte de double casquette, c'est-à-dire que je suis à la fois, ce que vous avez dit, directrice de recherche à l'École des Mines, et je suis aussi engagée dans un collectif d'usagères de la santé, puisqu'il s'agit d'un collectif qui concerne les questions autour de la naissance. Ce que je voulais dire, c'est que en fait cet engagement, il est venu finalement poursuivre mon engagement académique, puisque finalement c'est le fait d'avoir travaillé sur l'obstétrique, puis d'avoir travaillé sur des groupes de patients qui m'a convaincue de l'intérêt de cette posture. Et donc c'est vrai que je vais davantage finalement parler au nom de ma recherche qu'au nom de cette posture d'engagement. Alors, effectivement, la question est posée, à quelles conditions, dans quel cas, est-ce que l'on peut parler d'une expertise des patients ? Bon, d'abord, je voudrais juste prendre 2 secondes pour revenir sur la définition de l'expertise. Qu'est-ce qu'a l'expert par rapport au non-expert qui le rend expert? Qu'est-ce que c'est que cette capacité d'expertise? Eh bien, c'est la capacité à mobiliser des connaissances pour évaluer une situation, pour éclairer le jugement et la prise de décision. Donc on l'a bien vu dans l'exposé précédent, les non-experts, ceux qui arrivent comme ça, eh bien, il y a tout un travail d'acculturation, d'écoute des experts pour qu'eux-mêmes puissent se pénétrer d'un certain nombre de connaissances et être capables d'éclairer un jugement et de prendre des décisions. Alors ces connaissances, elles ne sont pas forcément de nature théorique, elles peuvent être liées à des pratiques, elles peuvent être liées à une expérience. Donc il n'y a pas de raison a priori de restreindre le champ des potentiels experts dans le domaine de la santé aux seuls professionnels de santé. Ceci étant, le premier terme qui a été utilisé en sciences sociales pour parler de l'expertise des patients est le terme d'expertise profane ou de lay expertise en anglais. Et beaucoup de gens ont pointé sur l'espèce de contradiction dans les termes de cette expression, puisqu'il y a à la fois l'expert et le profane. En fait, ça met surtout en valeur le fait qu'il est posé en quelque sorte une frontière entre guillemets naturelle entre un monde des experts qui renvoie aux professionnels de santé et disons le reste du monde. Alors cette expression en fait elle est apparue dans un contexte assez particulier. Elle a été utilisée pour qualifier la manière dont les militants du sida se sont appropriés un certain nombre de connaissances médicales afin d'être en position de discuter avec le monde médical et notamment de négocier les protocoles de recherche clinique. Donc on voit bien pourquoi cette expression est née. Effectivement, c'était une intrusion d'un certain nombre de gens extérieurs au monde médical dans le monde médical. Elle a été un peu critiquée, en fait, cette forme d'expertise, car un certain nombre de personnes considèrent que finalement c'est une perversion de la capacité des personnes à représenter correctement les malades. C'est-à-dire qu'en s'acculturant finalement aux connaissances médicales, les personnes deviendraient incapables d'exprimer le point de vue, entre guillemets, naturel, naïf, etc., de leurs collègues, là aussi, entre guillemets. Donc on a tendance à lui opposer une autre forme d'expertise qui serait plus authentique, qui serait une expertise basée sur l'expérience des patients. Et c'est le caractère en quelque sorte singulier de cette expérience qui légitimerait cette deuxième forme d'expertise. En fait, ce que nous on a vu en étudiant beaucoup d'associations de patients aujourd'hui,
il n'y a absolument pas lieu d'opposer ces deux formes d'expertise. Très souvent, elles sont articulées l'une à l'autre, c'est-à-dire une expertise qui porte sur un certain nombre de connaissances médicales. Alors bien sûr, ça n'est pas une expertise qui est au même niveau que celle des médecins ou des chercheurs en santé. C'est ce que certains sociologues ont appelé une expertise interactionnelle, c'est-à-dire une expertise qui permet de discuter. Et l'articulation entre cette forme de connaissance et une expertise basée sur l'expérience des patients qui rend en fait l'expertise vraiment opérante, c'est-à-dire qui permet de nouer un dialogue avec les professionnels de santé, de dire quelque chose de spécifique et de faire cette sorte de travail de traduction entre le monde des patients et le monde des professionnels. Alors, quand on parle d'expertise tirée de l'expérience, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'il suffit finalement d'avoir une expérience pour pouvoir être expert? Bon, la position que je vais défendre est une position qui va à l'encontre de cette idée, c'est-à-dire que je vais insister notamment sur le caractère collectif de cette expertise. Il y a une sociologue qui s'appelle Thomasina Borkman qui avait travaillé sur l'histoire des alcooliques anonymes, qui avait bien distingué un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'elle avait bien distingué ce qu'on peut appeler le niveau de l'expérience, c'est-à-dire des bribes d'histoire non réfléchies que l'on peut raconter sur son propre cas, d'un processus finalement réflexif qui va s'amorcer à partir de cette expérience et qui va permettre progressivement de construire un savoir issu de cette expérience et savoir qui pourra éventuellement être mobilisé pour construire une expertise. Alors un point qui est très important de mon point de vue et sur lequel elle avait déjà insisté, c'est l'importance du collectif dans la construction de ce savoir et de cette expertise expérientielle. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a des groupes de personnes qui échangent autour, alors dans son cas, de leur alcoolisme, de la manière qu'elles ont d'essayer de s'en sortir, que va se construire progressivement un savoir partagé et ajusté, en même temps qui est ajusté aux situations individuelles. Alors aujourd'hui, bon, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur la manière dont se construisent ces connaissances, notamment dans les associations de patients. Je pourrais étendre ça d'ailleurs au groupe informel. Alors on a parlé d'Internet un petit peu pour décrire Internet en disant que c'est un lieu où beaucoup de choses se disent et beaucoup de n'importe quoi. En même temps, il faut quand même voir que beaucoup d'associations aujourd'hui de patients sont en fait nées de groupes informels sur Internet, notamment à l'époque, c'était parce qu'il n'y avait pas encore Facebook, etc., au début des années 2000, des listes de discussion sur lesquelles un certain nombre de personnes se sont mises à partager leur expérience, à mobiliser un certain nombre de connaissances médicales pour interpréter ces expériences, à recueillir des données, etc. Et progressivement, une partie au moins des personnes qui dialoguaient et qui se construisaient en quelque sorte une expertise commune se sont engagées davantage et ont décidé de créer des associations. Alors en fait, quand on regarde ce que font les associations, on voit qu'elles fournissent un travail très important justement pour construire cette expertise. D'abord, elles recueillent des témoignages. Si vous allez sur le site web de n'importe quelle association, il est assez rare que vous ne trouviez pas des témoignages. Alors ça peut être quelques témoignages à quelque chose de beaucoup plus construit, à des collections de témoignages qui sont amassés en quelque sorte pour faire un certain nombre de points sur ce qui va ou ce qui ne va pas dans la prise en charge de certaines pathologies. Elles font aussi du traitement de données qu'elles peuvent recueillir de manière routinière en fait, au fil de leurs actions d'accompagnement des patients. Par exemple, il y a une association qui s'occupe de troubles déficit d'attention et hyperactivité qui, tous les ans, au moment de la rentrée scolaire, met en place une ligne d'écoute téléphonique parce que c'est le moment où les parents rencontrent beaucoup de difficultés. Et en fait, ils font une analyse finalement des demandes qu'ils reçoivent, à la fois en volume et aussi du point de vue des questions qui sont posées chaque année pour suivre finalement l'évolution des problèmes qui se posent aux parents. Et enfin, elles peuvent mener des enquêtes, et ça c'est vrai que là aussi Internet a été quand même un très grand facilitateur. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui de mener des enquêtes avec des faibles ressources en utilisant justement Internet. Elles le font de manière très importante, soit elles-mêmes, soit en s'entourant, disons, des compétences de chercheurs dans le domaine en sciences sociales ou même de chercheurs médicaux. Il y a des retraités aussi qui souvent s'engagent dans ce genre des médecins retraités qui s'engagent pour aider un certain nombre d'associations.
Alors, en quoi ces connaissances sont-elles importantes? Qu'est-ce qu'elles apportent? D'abord, la première chose à dire, c'est qu'elles ne sont pas exclusives des connaissances médicales. Elles peuvent contribuer à faire évoluer les connaissances médicales. Donc, je reprendrai un exemple déjà ancien. C'est celui des personnes qui ont créé, la famille qui a créé l'AFM, donc l'Association française contre les myopathies. Et donc qui ont eu beaucoup d'enfants, enfin plusieurs enfants atteints de ces myopathies, qui ont réalisé des films tout au long de la vie de ces enfants qui malheureusement sont décédés, et qui ont en fait documenté les premiers ce qu'était la maladie, donc qui ont vraiment contribué à écrire l'histoire naturelle de cette maladie à laquelle personne ne voulait s'intéresser à l'époque. Je pourrais prendre aussi l'exemple des personnes atteintes d'une maladie génétique qui est la délétion 22q11. En fait, c'est une maladie qui se traduit par des symptômes extrêmement divers qui peuvent aller des malformations cardiaques aux fentes du palais, en passant par des problèmes endocriniens, des problèmes immunitaires, etc. Au point, elle est tellement variée, cette maladie, dans la forme de son expression, qu'en fait, avant qu'on ait identifié le problème génétique qui était à l'origine, elle avait 3 noms différents, parce qu'elle était en fait traitée par différentes spécialités. Et en fait, ce sont les personnes concernées qui, finalement, en mettant en commun leur expérience, ont mis en évidence le fait que cette maladie est associée à un taux de schizophrénie qui est très sensiblement plus élevé que dans la population générale. Donc ça, du coup, ça a entraîné de nouvelles recherches, etc. Alors, ces connaissances, elles permettent aussi de réfléchir sur l'organisation des soins, sur son fonctionnement, en intégrant le point de vue des malades et des familles. Donc, je vous parlais des enfants atteints ou des adultes d'ailleurs, atteints de troubles déficit d'attention et d'hyperactivité. C'est vrai que cette association a fait, comme beaucoup d'autres associations, je pense qu'elle a, mais des enquêtes notamment sur les parcours de soins, sur le temps qui est nécessaire aux parents pour obtenir un diagnostic, sur les différents spécialistes ou médecins par lesquels il faut en passer pour arriver à ce diagnostic, sur des enquêtes sur les incidences du trouble, sur la scolarité, etc. Et qui sont des éléments qui n'avaient pas été travaillés par personne d'autre précédemment. Donc ça donne des billes pour réfléchir finalement à l'organisation des parcours de soins. Je pourrais prendre aussi l'exemple de Rénalou, qui est une association d'insuffisants rénaux, et qui a fait une grande enquête qui a montré qu'entre les gens qui étaient traités par dialyse et ceux qui avaient une greffe du rein, en fait la vie était complètement différente, et notamment l'accès à l'emploi n'avait rien à voir. Et donc c'était vraiment un argument de poids pour essayer d'augmenter le taux de greffe du rein qui est relativement bas en France comparé à d'autres pays, et notamment qui a incité fortement à modifier la loi quant à, disons, au spectre des donneurs possibles pour une greffe de rein, puisqu'on a inclus les proches comme donneurs vivants possibles. Ces connaissances, elles permettent aussi de traiter de questions délaissées. Vous avez peut-être vu très récemment, il y avait des articles, je crois, dans Le Parisien, mais aussi qui ont été répercutés dans d'autres médias, sur la 3e génération d'Istilbène, des filles du Distilbène. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée par une association qui s'appelle Réseau DES, et qui est menée en fait depuis un certain nombre d'années, justement avec l'aide d'un ancien gynécologue obstétricien, et qui a mis en valeur le fait que des malformations de l'utérus sont repérables en nombre plus important à la 3e, donc aux petites filles des femmes qui ont pris le Distilbène, et ce type de fait en fait n'avait cette question, les personnes qui sont concernées par le Distilbène, en tout cas, elles expriment le fait qu'elles ont l'impression que leur question est un peu orpheline d'intérêt et que la recherche ne s'est pas saisie suffisamment de la question, et elles ont contribué à le remettre sur le devant de la scène, où elles peuvent faire émerger de nouvelles problématiques. Et là, je prendrai un cas tiré du domaine obstétrical, puisque le CIAN, donc le collectif auquel j'appartiens, mais auquel je n'appartenais pas à l'époque, au tout début de sa création,
a été sollicité par ce qui était l'ANAES à ce moment-là, pour donner un avis sur des recommandations qui portaient sur la prévention de l'hémorragie du postpartum. Et en fait, dans cet avis, ils ont mis en avant le fait que finalement ce qu'on appelait prévention, c'était plutôt le fait de faire des gestes supplémentaires pour essayer d'éviter cette hémorragie, mais qu'on ne s'intéressait peu aux causes qui pouvaient susciter l'apparition d'hémorragie du postpartum. Or, la France a une particularité, enfin, ou au moins avait une particularité, c'est que le taux dans les décès des femmes en couche, le taux d'hémorragie postpartum était plus élevé que dans d'autres pays. Et il y avait aussi une autre particularité qui était que l'administration d'ocytocine pendant le travail, pour accélérer, réguler les contractions, etc., était aussi plus élevée. Et donc d'où la question qui a été posée de savoir si l'administration d'ocytocine pendant le travail ne favorisait pas l'émergence de ces hémorragies. Alors pourquoi est-ce que les personnes de ce collectif ont posé cette question? Tout simplement parce qu'il y avait un certain nombre de femmes qui avaient échangé à propos de leur expérience et qui avaient finalement eu le sentiment que ce qu'on appelle le fait de diriger l'accouchement via l'ocytocine avait entraîné toute une série de conséquences qu'elles jugeaient finalement désagréables, voire néfastes pour leur expérience de l'accouchement, puisque l'accélération accroît les douleurs, entraîne une plus forte médicalisation, etc. Et donc c'est ça qui les avait rendus sensibles à ce point-là. Et donc ce qui a été fait, c'est de solliciter notamment l'assurance maladie pour développer un programme de recherche qui a mis effectivement en valeur le fait que l'ocytocine pouvait avoir un rôle dans le déclenchement de ces hémorragies. Alors, j'en viens un peu à mes conclusions. À partir de ce dernier cas, c'est vraiment le positionnement particulier des patients, et en l'occurrence ici des femmes, qui amène à soulever certaines questions qui vont de soi pour d'autres acteurs. Et donc, ce qui est important, c'est que ces connaissances que l'on mobilise dans l'expertise, en fait, sont des connaissances qui sont toujours situées, dans la mesure où les questionnements dont elles sont issues, en quelque sorte, sont liés à un point de vue particulier sur le monde, que ce soit du côté des médecins ou que ce soit du côté des femmes. D'où l'importance d'avoir des points de vue différents. Et puis, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que les femmes, enfin les personnes qui développent ces connaissances ne sont pas intéressées par les connaissances en tant que telles, mais bien sûr parce qu'elles considèrent que ces connaissances sont nécessaires pour renouveler l'expertise et donc renouveler l'appréhension. Alors, le dernier point peut-être que je voulais faire, c'est que je pense que ce sur quoi j'ai insisté, c'est vraiment sur le caractère équipé, instrumenté de cette expertise des patients et son caractère collectif. Et donc, pour revenir à la question de départ qui était posée, est-ce que tout le monde peut être expert? Je dirais, tout le monde peut être en principe. Simplement, ça demande un travail. Et ce travail, il passe par le collectif. C'est pour ça que, disons que des patients qui s'autodéclareraient experts ne me semblent pas rentrer dans le champ de cette expertise. Voilà. Merci. Israël Lisand. Je vais mettre ma casquette de médecin pour dire que du point de vue du médecin, c'est plus un point d'exclamation en consultation. Tout le monde est expert. Le monde change. Nous sommes passés en 40 ans d'un monde de l'éthique paternaliste à un monde de l'éthique de l'autonomie, sous la pression des droits de l'homme. Ce qui se passait quand j'ai appris la médecine, c'était « tu dois faire pour ton patient ce que tu estimes bon pour lui ». Un peu à l'instar d'un père qui fait pour son enfant ce qu'il estime bon pour lui, ou d'une mère. Cette éthique paternaliste, on nous a sommé de la mettre dans la poche avec un mouchoir dessus, pas de la jeter.
car on attend quand même des médecins qu'ils soient capables d'une certaine forme d'empathie, qui a un lien avec le paternalisme. On attend du médecin qu'on puisse penser de lui qu'il va faire des choses dans l'intérêt du patient. Mais sous la pression, je le disais, des droits de l'homme, libres et égaux, on est rentré dans l'ère des contrats, un peu à l'initiative du monde anglo-saxon. Il y a un contrat entre des égaux, le médecin propose, le patient dispose. Cette règle nous est imposée, et je ne suis pas loin de penser que ce soit une bonne chose, par la société. Les médecins ne sont plus ceux qui savent ce qui est bien pour le patient par-dessus l'opinion du patient. Ça, c'est la situation actuelle. Me raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 30 ans, jeune chef de clinique, j'avais ma petite secrétaire qui avait 24 ans, adorable. Et elle revient un jour, elle me dit « on m'a trouvé un cancer du col ». Bon, cancer du col, ça fait partie des choses qu'on sait soigner. On va enlever le bout de col qui est cancéreux, en étant très économe pour maintenir ta capacité d'avoir des enfants. Elle me dit, il n'en est pas question. J'ai trouvé un médecin qui accepte de me soigner par l'homéopathie. Elle dit, attends, est-ce que tu as bien expliqué à ce médecin que c'est un cancer ce que tu as? Ah oui, je lui ai bien expliqué. Dans un premier temps, il ne voulait pas, mais il m'a dit que si j'insistais, il était prêt à me soigner. Et moi, ce que je vous demande, c'est juste de vérifier la régression de mon cancer du col. Il va me faire manger des extraits de col sain pour redonner à mon col la bonne direction qu'il doit prendre pour être à nouveau sain. J'ai refusé de participer à cette surveillance-là et elle est morte d'une maladie dont on aurait pu vraiment la sauver sans aucune difficulté. Ma conclusion a été que quand on se soigne soi-même, on peut se tuer. Même les médecins. Récemment, il y a un médecin pas loin de Strasbourg qui avait un début de grippe mais qui voulait surtout pas arrêter de travailler, qui s'est injecté à haute dose des corticoïdes, des antibiotiques, il en est mort. Tout le village était complètement navré parce qu'il était très aimé. Quand on se soigne soi-même, on peut en mourir. Et j'en viens à la distinction que je fais entre l'expertise qu'on peut avoir pour soi-même, qui mieux qu'un patient peut savoir ce qui est bon pour lui-même, pas de contestation possible, à l'expertise que l'on peut développer à l'égard d'une collectivité et de la société. Nous sommes le pays qui a inventé les vaccins. Nous sommes aussi le pays du monde occidental qui les utilise le moins. Parce qu'on est un pays de cocagne. On ne voit plus les malades. Juste prendre l'exemple du vaccin contre le cancer du col, qui n'existait pas à l'époque de ma petite secrétaire. Ce vaccin est censé nous protéger contre 90% des cancers du col. Alors on peut se dire, est-ce qu'il y en a encore des cancers du col? Ah oui, 3000 par an. Est-ce qu'il tue encore? Ah oui, 1200 femmes par an. Et je ne vous dis pas la mort d'une femme qui a un cancer du col. Pas sympathique du tout. 1200 par an. Et les garçons aussi, cancer de l'anus, cancer de la gorge. Il y a un pays qui vient de publier la disparition du cancer du col pour 2025, et ce sont des courbes épidémiologiques bien précises, l'Australie. Depuis 2007, il vaccine garçons et filles à l'âge de 10-11 ans, le cancer du col, mais aussi toutes les verrues génitales, mais aussi tous les états cancéreux qui sont d'un poids psychologique et financier terrible pour le pays, disparaissent. Alors, ils sont à 90% de vaccination de leurs enfants, garçons et filles. Nous, on est péniblement à 20%. L'Angleterre, 85%, l'Allemagne, 90%. Tous les pays autour de nous vaccinent leurs enfants contre le cancer, mais nous,
Mais nous, on est beaucoup plus intelligents que la maladie. Et ça me fait revenir à une remarque que l'Académie de médecine ne fait pas toujours de bonnes remarques, mais là, c'était pas mal. Et alors, si vous ne voulez pas des vaccins, essayez donc les maladies. On a en ce moment un mouvement très très intense contre les mammographies de dépistage. Mammographie de dépistage, c'est, on a dit aux radiologues, fini de faire 15 clichés, 2 clichés par sein, et fini de faire revenir la patiente parce qu'on a un doute, on va faire revenir le radiologue et on fait lire 2 fois toutes les mammographies, inédit sur la planète, c'est-à-dire moins de rayons, plus d'expertise sur les clichés, gratuité pour que tout le monde puisse s'en servir. Progrès social incroyable, parce que pour le coup, c'est 60 000 cancers par an et 12 000 décès par an. 50% des femmes, et c'était 60% il y a 10 ans, le recours à la mammographie baisse. Et on trouve tout un tas d'experts qui disent la mammographie, ça donne des cancers. Alors on a fait des calculs et on s'est aperçu que oui, la mammographie correctement utilisée entre 50 et 75 ans, une fois tous les 2 ans, crée un cancer pour 100 000 mammographies. C'est ça. C'est l'effet négatif de ce dépistage. Mais maintenant, voyons quel est l'effet positif. J'ai demandé à mon adjointe qui s'occupe des cancers du sein de me dire, dans les 10 dernières années, les cancers qui étaient issus du dépistage de mammographie et les cancers qui étaient issus de « je me palpe une boule ». D'un côté, diamètre moyen des cancers 4 mm, on n'enlève pas le sein, on enlève la tumeur et il n'y a pas de chimiothérapie et c'est 95% de guérison. De l'autre côté, diamètre moyen 20 mm, on enlève souvent le sein, il y a souvent une chimiothérapie, 75% de guérison. Il n'y a pas photo entre les deux, il n'y a juste pas photo. Mais il y a un certain nombre d'associations qui se sont constituées en lobby contre la mammographie et avec une certaine efficacité. Qui sont les victimes de ça? Femmes. Pas ces associations, les femmes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elles font ça? Très obscur. Mon interprétation, conflit d'intérêts. Pour les radiologues, faire 2 clichés par sein et puis être obligé de les relire à 2 radiologues différents, c'est quand même moins sympa que de faire autant de clichés qu'on a envie et de ne pas être obligé de les faire relire. Donc, on régresse, et on régresse sous la pression non pas de la rationalité et de la science, mais sous la pression de « moi, je ne vous conseille pas de le faire », qui traîne un peu partout. Il faut dire que les médecins n'y sont pas allés de main morte et je ne leur donne pas le quitus. D'abord parce que science varie, vérité d'hier n'est pas égale à la vérité d'aujourd'hui qui n'est encore pas égale à la vérité de demain. Et le public dit « Comment vous nous avez dit de coucher les enfants sur le ventre et maintenant vous nous dites de les coucher sur le dos ou sur le côté, mais pourquoi vous changez comme ça d'avis ?» Parce que la science apporte des nouvelles données qui font changer d'avis, et ça peut décontenancer. Mais il y a aussi le fait que les médecins et les experts ont flirté, et c'est un faible mot, avec le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts a détruit la confiance. Et l'a détruite, je ne sais plus quel philosophe parlait de la fêlure du monde à propos du sang contaminé. Alors quoi? Des médecins peuvent administrer à des personnes du sang qu'ils n'auraient pas utilisé pour leur propre fille? Fêlure du monde. Fêlure du monde. On ne peut plus faire confiance à ceux à qui on devait faire confiance. Et un tel a des royalties et favorise le Mediator, et un tel, et un tel, et un tel. Et quand je me suis permis de me dire sur les ondes que la ministre de la Santé avait bien fait de rendre obligatoire 11 vaccins pour les enfants,
Le lendemain, j'ai eu des coups de téléphone de plusieurs journalistes qui me demandaient quel labo vous paye pour faire de telles déclarations. Alors les bras m'en tombent. On est dans le complotisme. Si je ne peux plus donner mon avis, ou si cet avis est entaché parce que je suis médecin d'une faute originelle qui est celle de pouvoir être corrompu, alors je ne donne plus mon avis. Je ne veux pas passer pour un corrompu, je ne donne plus mon avis, et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Sur les vaccins, je vous le dis tout net, il n'y a plus aucun collègue qui monte au créneau pour dire « vaccinez-vous contre le cancer du col ». Parce que dès qu'on fait ça, on est traîné dans la boue dans les réseaux sociaux pour conflit d'intérêts, même si on n'en a jamais eu. Plus aucun collègue ne monte au créneau en disant « écoute, si tu as envie de... Ah, tu es président du gynécologue, vas-y, va, casse-toi la pipe ». Plus aucun collègue ne veut faire ça. Donc, je dis que parce qu'il y en a certains qui ont fauté et qui continuent de fauter dans le conflit d'intérêts, tout le monde est suspect. Ce qui me fait dire maintenant aux autorités de santé, quand elles me demandent de venir pour de l'expertise sur un médicament, je leur dis, bah, écoutez, non, je suis plus suspect que Cahuzac et non, je suis obligé de montrer patte blanche, et même quand je montre patte blanche, ils vont regarder, ils voient qu'un labo a dit que j'étais à un petit déjeuner où je n'étais pas, et ils me disent, écoutez, vous étiez à un petit déjeuner. Je dis, non, j'y étais pas, prouvez-le. Non, je ne prouve pas. Je mets mon expertise dans la poche et je n'y vais pas, je n'y vais plus. J'ai commencé là maintenant à répondre que je ne venais plus. Le conflit d'intérêts a tout pollué, tout sali, et on en est arrivé à une situation où certaines instances ministérielles, quand elles doivent faire une notice d'information pour un stérilet, prescrit dans le monde à 35 millions d'exemplaires depuis 20 ans, font cette notice uniquement avec les associations de patientes et plus avec les professionnels. Je ne vous dis pas la notice. Alors, en tant que président des gynécologues, j'ai dit, si vous faites encore une fois ça, vous n'aurez plus jamais un gynécologue pour vous aider. Ah, on s'excuse, on était pressé. Faux. Le corporatisme règne en maître et les associations de patientes ont réussi à convaincre les ministères, qui n'en sont pas convaincus, qu'elles ont toute la vérité. Et ceci vient de se traduire par le déremboursement du seul médicament qui, dans ma discipline, a fait avancer les choses depuis 20 ans. On a découvert, il y a 25 ans, un médicament susceptible de faire diminuer les fibromes massivement de taille sans qu'on soit obligé de les opérer. Opérer, c'est opérer, avec les risques, les complications, les histoires pas sympas que tout le monde connaît sur la chirurgie. Si on peut prendre un comprimé par jour et faire disparaître le fibrome et ses complications, quand même tout bénéfice. Tous les pays autour de nous ont admis et adopté ce médicament et le remboursent. Nous, il y a une association de patientes qui a dit « nous, on est contre parce qu'il y a eu 4 problèmes hépatiques graves, dont un relié au médicament sur 1 million de femmes traitées. La balance bénéfice-risque a fait comme ça, et les seules patientes d'Europe à ne plus pouvoir bénéficier de ce médicament pris en charge par la Sécurité sociale, les Françaises. Alors on a essayé de dire à l'association de patientes en question, venez, on va parler ensemble. Quoi, vous voulez nous tuer d'une insuffisance hépatique aiguë? Mais non, la balance bénéfice-risque, quand on donne un médicament, il y a forcément un médicament qui n'aurait pas d'effet adverse, ben ça voudrait dire qu'il n'a pas d'effet du tout. Les Anglais disent « there is no free lunch ». Il n'y a pas de repas. Si tu veux un médicament qui soit actif, il faut accepter qu'il y a une balance bénéfice-risque. Celle-ci est mise en péril actuellement dans notre pays. Alors, y a-t-il une égalité des soignants et des soignés? Je vais vous dire ma pensée sur ce sujet. Quand on est malade, on est malade. Et même si on peut accepter
l'hypothèse que nous soyons des égaux face à la maladie, les patientes vraiment malades me disent « Vous me proposez un choix thérapeutique parce que vous avez voulu m'expliquer toutes les options. Mais c'est quand même vous le docteur. Qu'est-ce que vous feriez pour votre fille? Qu'est-ce que vous feriez pour votre épouse? C'est ça qui m'intéresse. » Et elle me demande, en me tirant violemment par la manche, de revenir à l'éthique du paternalisme. Et je ne le refuse pas. Et même ce que j'apprends à mes étudiants, c'est oui, on est des égaux, oui, tu proposes et la patiente dispose, oui, tout ça c'est vrai, et c'est même la loi qui te l'impose, la loi Kouchner. Mais n'oublie pas que quand tu soignes quelqu'un, tu le protèges. Comme si c'était ton enfant, comme si c'était ta compagne, comme si c'était ta maman. Ne l'oublie jamais. Pense à chaque fois que tu proposes une option thérapeutique à ce que tu ferais pour toi et pour ta famille. Les patients t'en sauront gré. Il y a deux manières, en fait, de se servir d'un professionnel. La manière « bonjour, je viens chez un prestataire de service » et l'autre manière « je viens vous demander conseil ». Et moi, je pense que les patients ont le choix à titre individuel, mais la société, à titre collectif, ne peut pas, et si elle le fait, substituer les experts par des experts autoproclamés, parce que si elle le fait, on est dans une situation qui va dans le mauvais sens. Enfin, je terminerai sur une phrase qu'a dit Philippe à l'instant. On est expert quand on est responsable de ce que l'on dit. Cela va pour soi-même. Pour soi-même, on est le meilleur expert pour savoir si on veut la chimiothérapie ou si on ne veut pas. Il n'y a personne qui peut vous dire ce que vous avez à faire. Mais c'est vraiment discutable quand il s'agit de la collectivité. En d'autres termes, entre les experts autoproclamés et les experts qui ont une légitimité, il ne faut pas qu'il y ait de divorce, mais des modalités de collaboration claires et positives qui ne finissent pas par nuire à la collectivité, et c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Merci de votre attention. Merci. Brigitte Fanny-Cohen, vous êtes depuis le début des années 90 aux premières loges. À la fois, vous avez les oreilles qui écoutent les médecins, qui écoutent les patients, que ce soit via le courrier, via la télévision, via les réseaux sociaux, plus récemment. Et vous êtes également la bouche qui va donner des informations. Lesquelles informations vont être non pas écoutées comme aujourd'hui par les internautes ou par les personnes dans la salle, mais par un nombre beaucoup plus grand. Et vous avez donc également cette responsabilité de l'information divulguée. Qu'avez-vous à nous dire sur cette question ? Alors moi, j'aimerais commencer par cette phrase par laquelle Israël Nizan a terminé et qui vous revient. On est expert quand on est responsable de ce que l'on dit. Et en tant que journaliste médical, effectivement, dans un grand média qui drainait chaque matin entre 900 000 et 1 million de téléspectateurs, quand on est responsable de ces questions de santé, on a un poids énorme, une responsabilité énorme. Être journaliste médical, c'est quand même assez différent d'être un journaliste, par exemple spécialiste en culture, en mode ou en politique, qui sont des sujets où on peut faire intervenir sa subjectivité. Hein, si je suis un journaliste politique et que je vous dis aujourd'hui que monsieur Untel va s'engager demain dans la présidentielle et que ce monsieur Untel ne s'engage pas demain dans la présidentielle, on ne va pas lui en vouloir. La politique, c'est un monde de petites phrases, un monde de retournement de situation, un monde de pronostics. La santé, c'est très différent. Quand vous parlez, vous avez derrière l'écran, vous avez des malades, vous avez des familles de malades. Si vous devez par exemple parler d'un nouveau médicament, d'un nouveau traitement, vous devez prendre des pincettes, effectivement. Il y a
l'expertise journalistique demande à ce qu'on interviewe des experts, des médecins, mais aussi des patients. Moi, j'aime bien dans les reportages avoir des témoignages de patients pour qu'on arrive à situer la maladie quand on ne la connaît pas, quand on est un téléspectateur ignorant, par exemple, de cette maladie. Donc, il faut questionner plusieurs experts, il faut se faire une idée. On ne peut pas dire que tel médicament, par exemple, nouveau médicament contre le cancer du sein est efficace. Il est efficace dans quel pourcentage de cas, dans quel type de cancer du sein, sur combien d'années a-t-on fait cette étude, etc., etc. Quand j'ai commencé dans l'émission Télématin, j'ai pris un jour une grande leçon de journalisme. Grâce à William Lémergie, nous regardions le journal de 8 heures le matin. Donc Télématin, c'est une série de chroniques, mais aussi quelques rendez-vous avec l'information, les journaux télévisés. Et donc, dans le journal télévisé de 8 heures, le journaliste santé de la rédaction avait fait un reportage sur des petites souris myopathiques à qui on avait donné un traitement, enfin c'était il y a longtemps, je ne me souviens plus lequel. Il n'en reste pas moins que ces petites souris avaient remarché grâce à ce traitement et qu'il avait, voilà, son reportage était dithyrambique. Et William Lémergie m'a dit, mais quelle catastrophe. Les parents des enfants myopathes aujourd'hui qui regardent ce reportage, quel faux espoir on donne aujourd'hui à ces parents. Et c'est vrai que jeune journaliste, cette discussion m'a énormément marquée. Pas de faux espoirs, jamais de faux espoirs. J'ai commencé à faire ce métier de journaliste médical au moment des années SIDA, des moments où je pense il y a eu quelques abus journalistiques, c'est-à-dire, mais tout le monde le faisait parce que les gens et les patients avaient besoin d'espoir. Dès qu'il y avait une nouvelle molécule qui était testée sur des souris, sur des cellules, on en parlait. On ne ferait plus jamais ça aujourd'hui. Je me rappelle que un champignon chinois avait été testé positivement sur des cellules atteintes par le HIV, que la presse en avait parlé et que des patients étaient partis en Chine pour se procurer ce champignon dont on n'a jamais depuis entendu parler. Donc voilà, c'est une énorme responsabilité d'être journaliste médical. Alors bien sûr, il y a des sujets plus sensibles que d'autres et vous avez parlé de la vaccination. J'ai vécu en tant que journaliste médical à peu près les mêmes mésaventures que le professeur Nizan, c'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai soutenu Agnès Buzyn et dans mes reportages et sur les réseaux sociaux. J'ai été confrontée sur les réseaux sociaux à des réparties très très violentes des anti-vaccins parce que je me suis donc prononcée favorablement et pour Agnès Buzyn et ensuite je me suis opposée à Isabelle Adjani qui avait posté sur Twitter que pourquoi vacciner ces enfants finalement, elle n'avait pas vacciné les siens et ils étaient en bonne santé. Donc j'ai répliqué en disant mais est-ce qu'Isabelle Adjani a son diplôme de médecine, sinon qu'elle se taise. Et là, effectivement, les anti-vaccins me sont tombés dessus une fois de plus. Et comme à vous, professeur Nizan, on m'a dit sur les réseaux sociaux, enfin, le vrai visage de Brigitte Fanny Cohen se dévoile. Elle est vendue à l'industrie pharmaceutique. Donc il faut se battre, il faut se battre sur les réseaux sociaux ou ne pas y aller. Pareillement sur la question du dépistage organisé du cancer du sein, j'ai fait des reportages malgré cette polémique, enfin j'ai fait des reportages sur la polémique, hein, pourquoi continuer ou ne pas continuer le dépistage organisé du cancer du sein en prenant position pour ce dépistage organisé. Mais pourquoi je prends position? Parce que les experts qui m'entourent et auxquels je fais confiance sont favorables à ce dépistage organisé, qui me disent mais si on arrête ce dépistage par mammographie, mais on va revenir 40 ans, 50 ans en arrière et qu'on va finir par découvrir des cancers du sein comme avant, c'est-à-dire des grosses boules de 3 ou 4 cm, alors que là, on est à quelques millimètres grâce à ce dépistage organisé. Donc, le journalisme médical
doit aussi s'entourer d'experts, parce qu'il y a énormément d'experts. Mais quels sont les bons experts? Parce que parmi ceux qui font cette polémique sur le dépistage organisé, il y a des médecins, il y a des radiologues, il y a aussi des cancérologues. Donc, à nous de trouver les experts qui nous conviennent et avec lesquels on se sent en phase. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, bon, alors il y a les réseaux sociaux qui sont un problème dans la communication médicale, dans l'information médicale. C'est vrai que ça peut poser problème, mais il y a aussi énormément de médecins qui communiquent sur les réseaux sociaux. Néanmoins, pour revenir à la question de la vaccination, j'ai quand même remarqué que la force de frappe des anti-vaccins est très forte, parce que même si des gens comme moi, des médecins de tous bords prennent position en faveur de la vaccination, je ne sais pas comment s'organisent ces anti-vaccins pour être partout sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont du temps, je pense que... Alors, est-ce qu'ils rémunèrent des gens pour être présents sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est très, très difficile de s'opposer à eux. Alors, il y a moi une autre chose, un autre point que j'aimerais évoquer, puis on en discutera peut-être, c'est que l'expertise aujourd'hui, elle est réclamée, enfin en matière de santé, elle est réclamée par des coachs. Les coachs, c'est très, très à la mode. Des coachs qui n'ont pas forcément fait 10 ans de médecine, vous vous en doutez, mais qui arrivent avec des certitudes sur le plan médical, qui proposent des modes de vie, qui proposent des régimes. Je trouve ça assez inquiétant. Et il y a quelques années, un coach américain s'est demandé comment vendre énormément d'exemplaires, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie, les coachs, hein, quand ils font les coachs en santé, c'est réussir à faire un best-seller. Donc il faut trouver la formule la plus innovante, la plus originale, et ce coach avait écrit un livre qui s'appelait, je crois, « Comment gagner 1 heure par jour » ou « La 25e heure », et il expliquait qu'il fallait se lever 1 heure plus tôt pour faire de la méditation, pour lire, pour faire du sport, etc. Sauf que les gens qui se lèvent déjà pour aller travailler à 6 heures du matin, se lever à 5 heures, c'est pas forcément bon pour la santé. Se lever très tôt, être en dette de sommeil peut provoquer des bouleversements hormonaux, peut fragiliser la santé, le système immunitaire, augmenter le risque de maladies chroniques. Donc voilà ce que aussi, en tant que journaliste médicale, j'aimerais dénoncer. Voilà, j'aimerais qu'un jour on puisse parler aussi de l'expertise de ces coachs. Donc, pour terminer, j'aimerais juste rappeler que aujourd'hui, le journalisme médical est très très dilué dans qui est expert finalement? Il y a énormément de gens sur les réseaux sociaux qui s'improvisent journalistes médicaux. Je crois que c'est très difficile pour le public de s'y retrouver. C'est très difficile. Nous, on sait ce qu'est un journaliste, on connaît les noms des journalistes experts, etc., en matière de santé, mais le public, lui, ne s'y retrouve pas, ne fait pas la différence forcément entre un public-reportage, un reportage journalistique et ce qu'il peut lire sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faudrait arriver à mieux informer le public là-dessus. Merci Brigitte Fanny-Cohen. Avant de laisser la parole au public, j'aimerais juste vous soumettre une réflexion qui pourrait être soit discutée directement avec le public. Mais là, j'ai entendu effectivement différentes définitions de ce que c'est qu'un expert. C'est très important, puisque quand on a une table ronde qui s'appelle « Tous experts », il est important de définir les termes. Cependant, dans ma pratique, et puis dans ma pratique non seulement de médecin, mais tout simplement de citoyen qui étudie parfois sur Twitter, parfois sur Facebook, parfois sur autre chose, je trouve quand même que dans la définition qui revient régulièrement, c'est l'expert, c'est celui qui va te tenir une forme de vérité. C'est-à-dire qu'on va demander à un expert quand on a envie d'en savoir un peu plus ou d'avoir les idées plus claires sur un sujet, même si j'entends bien que, et c'est un problème de définition, dans l'expert, il y a la notion d'expérience. La notion d'expérience, c'est la notion également d'empirisme, c'est-à-dire, voilà, on a vécu une expérience et de cette expérience, on tire une leçon. J'aimerais juste vous soumettre ceci, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui existe et qui vise à essayer toujours d'aller vers le plus de vérité possible, bien que ce soit totalement impossible, c'est la science. La science n'a pas d'autre vocation que d'essayer
de corriger au fur et à mesure la vision qu'on se fait du monde, que ce soit du monde extérieur ou du monde biologique, d'une vision naturelle qui est floue. Donc et c'est vrai que le médecin, lui, il a cette double casquette. Et là, c'est un autre débat, on en discutera une autre fois. Est-ce que le médecin doit être celui qui prend en charge l'expérience du patient? Je pense que c'est extrêmement important et que c'est souvent négligé dans la société actuelle. Mais le médecin, il a aussi une autre casquette qui est la casquette scientifique. C'est-à-dire qu'en science, il y a souvent des choses qui sont très contre-intuitives. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple du lévothyrox. Vous avez parlé, Madame Akrish, avant de collectivité. C'est vrai qu'il y a eu un nombre de plaintes absolument incroyables sur les effets secondaires prétendus du changement de formule du lévothyrox. Cependant, si ça a été fait, la possibilité de prendre un peu d'altitude par rapport à ça et de se rendre compte qu'on est dans un effet adverse qui n'est pas lié forcément au changement de molécule, mais qui est lié à un changement d'effet nocebo, par exemple. Et c'est quelque chose qui est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il y a eu des millions de personnes qui se sont associées, et pour autant, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on pourrait appeler la vérité. C'est une expérience. Et cette expérience, elle est extrêmement importante. Et le fait de revenir à la formule antérieure a probablement été un bon choix, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre l'expérience et la vérité d'un fait. Et ça, je pense que c'est parfois ce qui occasionne une forme de tension entre le milieu médical, qui a cette double casquette, qui est difficile et qui est peut-être pas, qui peut en tout cas faire l'objet d'une discussion, et le milieu du patient ou de l'association de patients, qui lui vit une expérience très intensément, alors que le médecin, lui, n'a absolument aucune expérience de cette situation. Madame Akrish. Puisque vous m'interpellez directement, si je peux répondre. Alors justement sur le lévothyrox, moi j'ai pas suivi en détail cette affaire, mais il me semble quand même que l'insistance des femmes ou des personnes qui prenaient du lévothyrox et qui avaient plus d'effets secondaires avec la nouvelle formule que l'ancienne a conduit à relire les études qui avaient été faites et à montrer, c'est ce que j'avais lu en tout cas dans la presse, que ce qui se passait, c'est qu'on avait considéré uniquement une moyenne, alors qu'en fait, qui n'était pas sensiblement différente avec le nouveau médicament par rapport à l'ancien, mais qu'en fait la dispersion autour de la moyenne était beaucoup plus grande. Et donc c'est ça qui pouvait expliquer le ressenti des femmes, ou des personnes, je dis des femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient concernées, mais des personnes qui prenaient du lévothyrox, nouvelle formule. Donc je dirais qu'en tout cas, il me semble que leur plainte a généré une certaine révision de ce qui avait été fait auparavant, à forcer un petit peu, à pousser les gens dans leur retranchement typiquement scientifique. Et je voudrais juste préciser, vous avez eu l'air de dire que l'expérience, à elle toute seule, pouvait fonder l'expertise. Personnellement, c'est à peu près l'inverse que j'ai dit, c'est-à-dire l'expérience ne peut pas fonder à elle toute seule l'expertise. Il y a tout un travail précisément pour construire des connaissances, alors qui peuvent être de nature scientifique ou qui peuvent être, disons, plus empiriques, plus sous la forme d'études, etc., pour construire cette expérience en connaissance et avec un travail collectif derrière qui peut s'apparenter à un travail de type scientifique. Merci, on va laisser maintenant la parole au public. Oui, je rejoins très fort le professeur Nizan parce que j'ai l'expérience de 30 ans d'association et de vie associative dans le domaine de la santé et j'ai rencontré ce genre de situation un nombre de fois tout à fait incroyable. Je crois que nous sommes victimes d'un certain nombre de choses et surtout du fait que les médias, pas tous, heureusement, et nous avons l'exemple à la tribune, mais les médias préfèrent le sensationnel, les gros titres et ce qui remue les foules. Et bien entendu, les réseaux sociaux sont encore pires à ce niveau. La science n'a pas de vérité. Elle a des hypothèses, et des hypothèses le plus vérifiées possible. Et le moment venu, elle est capable de changer d'hypothèse. Par contre, les personnes qui cherchent à nous imposer leurs propres convictions prétendent avoir une vérité et prétendent se placer en experts. Et parfois, elles se groupent en associations. Et là, je voudrais ajouter à la déclaration du professeur Nizan une chose, c'est que le conflit d'intérêts, on accuse peut-être les médecins, mais on oublie que beaucoup d'associations sont en plein conflit d'intérêts.
Regardez simplement, et là, une information est passée, mais ça n'a intéressé personne. Dans le procès concernant Vincent Lambert, les parents de Vincent Lambert sont financés par une fondation. Est-ce que vraiment on aurait eu droit à toute cette histoire s'il avait fallu qu'il paye? Qui veut s'exprimer sur cette question qui était aussi plutôt un constat qui allait dans une direction? En attendant, moi j'ai peut-être une question pour Brigitte Van Nicoen. Est-ce que vous avez vu le monde changer dans le milieu de l'information? C'est vrai qu'aujourd'hui on s'informe plus seulement en regardant Télématin ou en regardant la télévision, on s'informe même de moins en moins par ce biais-là. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, de l'intérieur changer avec le temps? Je pense ce qui a changé, c'est que, enfin, je parle toujours du journalisme médical et de l'information médicale, c'est que effectivement les patients ont pris un petit peu plus de pouvoir dans le monde de la médecine. Les médecins forcément en ont perdu un petit peu parallèlement parce que c'est comme une histoire un peu de vase communicant et que l'information, nous allons la chercher peut-être un petit peu plus davantage aussi dans le monde des patients, dans les associations de patients. Aujourd'hui aussi beaucoup, alors vous savez que beaucoup de médecins écrivent des livres, mais il y a aussi beaucoup de patients qui écrivent des livres, donc je trouve que la parole est donnée pas forcément de façon égale, mais qu'elle est donnée peut-être beaucoup plus aujourd'hui qu'elle ne l'a été hier aux patients et aux associations de patients. Philippe Breton, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je sens à cette tribune et peut-être aussi dans la salle, bon, d'abord, je crois qu'on partage tous l'idée que la rationalité, c'est quelque chose d'important, mais je sens aussi une colère vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ce point de vue. Je crois qu'il faut d'abord que nous interrogions nous-mêmes en nous disant qu'est-ce qu'on a raté pour qu'en face, ça se développe de cette façon-là. Les anti-vaccins font partie d'une nébuleuse. Ce n'est pas simplement des gens qui sont contre les vaccins. C'est une nébuleuse plus globale qui rattache par un même fil ceux qui sont anti-vaccins, ceux qui pensent que Macron est un cocaïnomane, qu'il est manipulé par des puissances obscures, ceux qui pensent que les Juifs soutiennent et financent l'islamisme radical pour pouvoir, etc. C'est la dernière rumeur à la mode qui est tout à fait étrange, hein, qui rappelle Nietzsche d'ailleurs. Nietzsche soutenait que c'était les chrétiens qui étaient financés par les Juifs pour pouvoir déstabiliser les sociétés. Maintenant, c'est autre chose. Bref, tout un monde d'irrationalité qui est là. C'est un monde qui est en sécession par rapport à l'élite. C'est un monde qui réagit intellectuellement sur un principe très simple. Si c'est un expert reconnu qui le dit, alors c'est forcément faux. C'est une matrice cognitive très, très simple et c'est celle-là qui fonctionne. Un expert officiel le dit, donc c'est faux, et donc on va chercher ce qui s'opposait à ça. Bon. Donc je crois que la question de ce point de vue-là, c'est comment renouer le lien. Ne pas s'opposer avec colère à ceux qui défendent des positions irrationnelles, même si ça nous met en colère beaucoup. Comment renouer le lien? Et de ce point de vue-là, je crois que notre responsabilité, elle est du côté de la pédagogie des experts. Pourquoi est-ce qu'on est expert? Qu'est-ce qu'on fait avec son expertise? Est-ce qu'on déploie l'expertise comme on l'a trop longtemps fait, à la fois pour intervenir dans une décision de façon rationnelle, mais aussi pour maintenir ses intérêts et son pouvoir? Ou est-ce qu'on se place dans une position, dans un rôle de l'expert, qui serait un expert qui serait plus mu par la responsabilité sociale que par l'intérêt? Je crois que le clivage, il est là. Et ce clivage dont Israël parlait tout à l'heure, entre paternalisme et autonomie, on retrouve ces éléments-là. Est-ce que l'expert doit garder son pouvoir ou est-ce qu'il doit le partager? Mais partager une expertise, c'est complexe. Ça nécessite une pédagogie. Et je crois que nous ne sommes pas encore bien avancés sur la pédagogie de l'expert. Je crois que c'est une piste de réflexion. Il faut que nous soyons que les experts, chacun dans son domaine, soient plus pédagogues, réfléchissent aux conditions de partage de son savoir pour briser cette rupture, cette sécession sociale de ceux qui ne croient plus dans les experts. Il faut patiemment reconquérir le terrain et ne pas s'en prendre avec trop de colère,
envers ceux qui se laissent avoir, qui se laissent aller et qui glissent de côté de l'irrationalité. Nous écoutons le public. Monsieur. Merci. Je veux attirer votre attention sur la violation des droits de l'homme des civils dans le Royaume-Uni. Alors que le Royaume-Uni... Excusez-nous, on vous entend pas bien. Vous pouvez juste répéter. Pardon ? Il faudrait parler juste plus dans le micro, merci. Royaume-Uni. Royaume-Uni? UK. UK, yes. Pardon. Il mène de procès secrets sur ce qui semble être un système pénal qui contrôle les civils, leur propre maison. Des armes à énergie dirigée sont utilisées. Ils ont été appelés la voix de Dieu dans la guerre en Irak parce qu'ils pouvaient projeter un voix de l'intérieur de la tête. Des armes à énergie dirigée... Excusez-nous, mais en fait, je suis vraiment confus, mais on a un petit peu du mal à vous comprendre. Monsieur, je vous propose d'écrire votre question et on la lira nous-mêmes ici à la table. Est-ce qu'il vous est possible d'écrire votre question ? On la lit ? Est-ce qu'en attendant, quelqu'un d'autre dans le public aurait une question? Oui, par là-bas, on va vous donner le micro. Oui, merci, madame. Je voulais rebondir sur la remarque de Philippe Breton qui disait comment renouer le lien. En réalité, vos interventions ont laissé un petit peu la salle sans voix. Je suis complètement désespérée quand j'entends le professeur Nizan dire « Oui, mais aujourd'hui, je n'y vais plus. Je n'apporte plus mon expertise. » Et vous êtes à la table un certain nombre de combattants, si j'ai bien compris. Et ma question finalement est la suivante. Qu'allez-vous faire pour ne pas vous laisser noyer par ce qui est en train de se passer? Comment allez-vous faire sur la proposition de Philippe Breton pour renouer le lien? Ça me paraît tellement fondamental que j'aimerais bien une réponse à ce propos-là. Puisque vous m'interpellez, c'est pire que ça, je démissionne. Je suis président d'une société savante qui s'occupe de donner et d'établir les recommandations par la pratique clinique. Je démissionne parce qu'être traité tous les jours de violeur partout et avoir ces enfants qui vous demandent « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» ça va bien. Nous, les professionnels de santé, on ne peut pas être dégagés. On peut dégager des politiques, mais on ne peut pas dégager ceux qui sont là pour traiter les hémorragies de la délivrance à 3 heures du matin. Eh bien, je vais vous dire, les jeunes, ils ne veulent plus faire ce métier. Il y a une déréliction totale parce que quand vous avez fait 3 césariennes dans votre nuit, en brancardant vous-même les patientes parce qu'il n'y a plus personne pour les brancarder, et que vous sortez, que vous allumez la radio et que vous entendez ça, ça ne donne pas envie de se déployer pour la collectivité. Nos collectivités, alors il y a un problème de confiance dans les élites, mais il y a un problème également de volonté de destruction des élites. Quand ce n'est pas une destruction physique des abribus, etc., mais c'est une destruction sur la confiance de soi. Et alors, je sais bien que les élites ont fauté, je sais, mais ça ne justifie pas qu'on soit détruit à titre personnel avec des attaques ad hominem. Et je veux bien entendre votre reproche, mais vous y seriez, vous dégageriez. Mais il y a quand même des solutions pour donner un peu d'espoir, c'est-à-dire qu'on a parlé avant de pédagogie, je pense que la pédagogie, elle peut s'exercer au moins à 2 niveaux. Elle peut s'exercer bien entendu chez les médecins pour les rendre de plus en plus attentifs à l'expérience du patient, mais elle peut aussi s'exercer chez les patients ou chez le tout citoyen. Alors bien sûr, on dit, mais oui, mais vous n'avez pas fait 9 ans de médecine ou 12 ans de médecine, mais sans aller à 9 ans ou 12 ans de médecine, on pourrait très bien, dans le programme éducatif, que ce soit au collège ou au lycée, aborder des notions qui permettraient aux citoyens adultes d'avoir la possibilité
possibilité d'avoir un esprit critique et de comprendre un certain nombre d'éléments. Donc je pense qu'il peut y avoir des solutions, ça passe toujours par la pédagogie, mais la situation pour les médecins, de temps en temps, et pour les patients bien évidemment, est parfois difficile aujourd'hui. Et je voudrais juste ajouter un point. Dans ces expertises collectives, il y a des choses qui sont de l'ordre de la manipulation terrible. L'exemple que j'ai donné sur les fibromes, on s'est aperçu que l'association de patientes qui a donné un avis négatif sur le remboursement du seul médicament qui évite d'opérer les fibromes. Alors, la statistique des hystérectomies dans notre pays a fait ça, quand on a mis ce médicament sur le marché, et maintenant elle refait ça. Ne croyez pas qu'il n'y ait pas des conséquences négatives de ces interventions chirurgicales. Mais on s'est approché de l'association de patientes et elle s'était fait manipuler par quelqu'un qui était favorable à ce qu'on utilise les anciens médicaments que personne n'utilise parce qu'ils ne sont pas efficaces. On est là dans des choses terribles, parce que la manipulation très habile de quelqu'un avec du conflit d'intérêts, même idéologique, aboutit à ce que toutes les femmes de France soient obligées d'avoir de la chirurgie au lieu du traitement. Et rien n'y a fait. On a essayé tous d'aller donner des arguments rationnels et tout. Même le fait que tous les autres pays font autrement, mais nous, on est plus intelligents et nous, nos patientes ne pourront plus avoir ces médicaments. Monsieur. Je voulais poursuivre un petit peu un élément qui a été donné tout à l'heure, c'est-à-dire de mentionner que les conflits d'intérêts parfois peuvent exister pour des gens qui se mettent en posture de soit de victimes, soit de militants pour quelque chose, et c'était en évoquant de l'argent qui favorisait le fait que quelqu'un procède à des appels ou plein de procédures judiciaires. Mais ça va au-delà, il n'y a pas toujours une histoire d'argent, ça peut être une histoire de narcissisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain narcissisme parmi les gens qui s'inscrivent dans des associations militant pour ceci ou pour cela, qui le feront aveuglément pour la mise en avant et la mise sur les tribunes. Et des gens qui ont une légitimité plus qu'approximative se voient être interviewés au même niveau que quelqu'un d'autre. Des fois même c'est à des zones un petit peu limites. Je veux dire, quelqu'un qui est directeur du service de pneumologie de Bichat et qui dit que le principal risque qu'il y a dans les choses qu'on peut avoir dans les poumons, c'est pas la pollution atmosphérique, ce sont les cigarettes, se fait incendier pendant des semaines, alors qu'un vague radiologue peut se faire le chantre de dire que c'est la pollution atmosphérique qui est le principal risque et la chose la plus grave. Et à un moment donné, ça donne une sorte... Et donc, faut jamais... Alors, je ne voudrais pas dire que tout le monde, on doit se méfier de tout le monde. Et tout le problème, c'est qu'il n'y a jamais personne qui est un saint. Jamais personne n'est un saint. Et la manière de savoir qui a raison, c'est de confronter les choses qui ont été observées d'une façon pas individuelle, pas seulement une personne après l'autre, et on choisit les échantillons qui vont dans le sens que vous voulez, mais quelque chose qui a été étudié de façon sérieuse. Les épidémiologiques font des choses très, très bien. Une certaine Madame Catherine Hill, par exemple, sur un certain nombre de domaines, fait des choses tout à fait surprenantes. Et une toute petite dernière chose, même dans un domaine où je ne suis pas spécialiste, du moment que je dis que je suis au CNRS, ma parole est dévalorisée. Point. Si je dis quelque chose, on dit carrément « ouais, bon, écoute, de toute façon, ton avis ne compte pas ». Parce qu'il y a une projection d'expertise, à la limite multifactorielle, peu importe, mais déjà c'est dévalorisé. Madeleine Acriche. Je voulais réagir quand même parce que je suis un peu... disons, un peu touchée par le pessimisme ambiant. Moi, je ne suis pas du tout aussi pessimiste que ça. Je veux dire, il est clair qu'il y a des dérives, il est clair qu'il y a des gens qui prétendent des choses tout à fait contestables, mais en même temps, je pense que le niveau d'éducation n'a jamais été aussi élevé dans notre pays. Il serait peut-être bien de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que je pense que pour en avoir étudié un certain nombre, que les associations font un travail quand même à la fois salutaire et vraiment exigeant sur un certain nombre de choses, que sur un certain nombre de points, elles ont quand même fait beaucoup avancer les choses dans le domaine de la santé, et donc que leur jeter l'anathème sur toute personne... Enfin, quand je vois l'abnégation avec laquelle un certain nombre de gens se dévouent en étant entièrement bénévoles pour faire marcher des associations, j'avoue que
je trouve que certaines affirmations sont peut-être un peu déplacées, en tout cas. Quant à l'épidémiologie, c'est vrai qu'elle fait des choses formidables. Maintenant, c'est vrai aussi que l'épidémiologie, notamment sur la question, disons, des effets environnementaux de certaines substances, de la pollution, des pesticides, etc., voire même des radiations nucléaires aux abords d'installations, etc., elle est un peu démunie. C'est extrêmement difficile de mesurer des expositions et de mettre en relation des expositions et des effets sanitaires. Donc c'est vrai que dans des situations d'incertitude, il y a des controverses qui se développent et les gens essayent de pousser différents arguments. Et ça, c'est la base. Je dirais que la controverse, c'est quand même aussi la base du débat scientifique. Il ne faut pas l'oublier et je pense que c'est quelque chose d'assez sain en démocratie qu'il puisse y avoir des discussions. Brigitte Fanny-Cohen. Oui, dans ce que vous évoquiez, monsieur, il y a aussi cette notion d'emballement médiatique. Vous avez parlé de ce professeur de médecine de Bichat qui, il a suffi de quelques heures, même pas de quelques jours, pour que sa problématique se retrouve amplifiée à l'extrême. Et effectivement, tout à coup, ce qu'il disait, et qui était pourtant vrai, ce que les études montrent, c'est que le tabac est plus nocif pour les poumons que la pollution. Plus personne ne l'a cru et que celui qui arrive à ce moment-là et qui prétend que la pollution est le coupable majeur va être entendu alors qu'il a beaucoup moins d'expertise. Et ça, ce sont des phénomènes, ces phénomènes d'emballement, d'hystérie un peu médiatique. Je ne sais pas du tout comment on peut contrôler ça. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé toute cette histoire en étant complètement atterrée. Mais je ne sais pas comment on peut aujourd'hui stopper un emballement médiatique qui, en plus, est pourvoyeur d'erreurs médicales. J'ai pas de solution. Philippe Breton. Oui, on voit bien qu'on est à un tournant. C'est-à-dire que nous sortons d'une période extrêmement confortable pendant laquelle l'expertise s'imposait d'elle-même. Personne ne discutait. Or aujourd'hui, le problème, et c'est la difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés là, dans la discussion, c'est que l'expertise est dans l'obligation du débat. Et ça, nous ne savons pas faire. Nous savons débattre entre personnes rationnelles selon des règles claires, mais cette nouveauté qui me paraît, moi, incontournable, qui est difficile à aborder, qui est qu'il faut convaincre que la rationalité, c'est une bonne chose. Alors que ça nous était apparu comme une évidence et que nous refusons de débattre de cela. Nous débattons de tout à l'intérieur du monde de la rationalité, mais nous sommes encore, je le dis, je m'inclus dedans, dans une position, un petit peu dogmatique, disant, mais écoutez, c'est une évidence, la rationalité. Eh bien non, ce n'est pas une évidence pour beaucoup, et il faut donc que le débat ait lieu. Il faut, d'ailleurs, ce qui est dit sur la rationalité vaut pour la démocratie, ce n'est pas exactement la même chose. Nous avons cru que la démocratie, c'était une évidence. Nous rendons compte aujourd'hui dans nos sociétés que le parti démocratique n'est plus majoritaire. Il faut convaincre de la démocratie. Nous ne savons pas le faire. C'est pour ça que je parlais de pédagogie tout à l'heure. Mais la difficulté de ça, c'est que, d'accord, débat, d'accord, pédagogie, mais le contexte social ne s'y prête pas. Et la question d'expertise dont nous discutons ici dans le domaine de la santé vaut pour toute une série d'autres domaines. Pour un certain nombre de raisons, ce n'est pas l'objet de la table ronde, mais on pourrait y revenir. Le débat est de moins en moins possible dans notre société. Et nous sommes dans une véritable, n'ayons pas peur des mots, nous sommes dans une guerre civile intellectuelle. Ça concerne les religions, ça concerne la rationalité, ça concerne la santé. Quand quelqu'un dit son point de vue, il est menacé physiquement dans son intégrité, dans sa famille. Alors c'est bien beau de faire comme je dis, il faut de la pédagogie, il faut du débat. Et je resterai militant de la pédagogie et du débat jusqu'au bout, mais reconnaître les difficultés aujourd'hui, il est extrêmement difficile de débattre. Et on peut comprendre que certains fassent un pas de côté provisoire, parce qu'il faut aussi se ménager par rapport à ça. Il faut que nous réagissions plus collectivement. C'est ça qu'il manque. C'est-à-dire quand l'un d'entre nous est attaqué, nous regardons comme spectateurs, alors que nous devrions dire « je vais dire la même chose que lui », je vais dire la même chose que lui pour que nous soyons solidaires dans cette position. Et ce que je dis ici dans le domaine de la santé, on pourrait le dire aussi dans le domaine de la critique des religions, tout le monde devrait dire aujourd'hui, si nous tenons vraiment aux conditions du débat, que nous sommes tous mis là.
faire un tout petit commentaire. J'admets l'obligation de pédagogie et l'obligation de débat. Mais ne me demandez pas de débattre avec des gens qui disent que la Terre est plate. Je vais avoir un mal fou. Et pour aller dans un exemple, il y a quand même un pourcentage non négligeable. Hier, on parlait du créationnisme. Ne me demandez pas de débattre avec des... Je ne vais pas y arriver, je préfère me lever et sortir. Ne me demandez pas de débattre avec des gens qui disent, par exemple, que les camps de concentration n'ont pas existé, etc. Il vient un moment où le débat dégoûte ceux qui doivent y participer. Et lorsque on me dit que la rationalité, ça n'existe pas, ben j'ai deux choix. Essayer de convaincre, mais si elle existe, je vous assure, regardez les études, mais on n'arrive pas. Les arguments de la démocratie et de la rationalité, lorsqu'ils sont mis en cause structurellement, mettent fin au débat. Et c'est pour ça qu'on se bat au Forum européen, pour que tous les avis soient autour de la table. Et chaque année, on a des gens qui nous écrivent « Comment se fait-il que vous ayez invité une telle ou un tel ? Nous allons venir pour empêcher le débat. » Et chaque année, on est obligé de faire sortir des gens qui veulent mettre des banderoles, qui veulent le slogan et qui veulent pas de débat. Et quand on vient et qu'on leur met le micro devant les yeux en leur disant « Pas de banderole », exprimez-vous. Ah non, on veut pas, on veut juste empêcher le débat. Donc c'est une ambiance, et je rejoins l'étiquette de guerre civile intellectuelle, où on est dans quelque chose qui est extrêmement difficile, où on peut admettre que des gens refusent de débattre de choses élémentaires. Michel Hasselmann, je crois, dans le public. Oui, bonjour, merci pour votre débat auquel j'adhère totalement. Je voulais poser une question particulièrement à Philippe Breton. En tant qu'espace éthique régional, nous avons été amenés, il y a 2 ans maintenant, à organiser des débats citoyens à la demande du Comité national d'éthique. Et chaque espace éthique était laissé libre de choisir la méthode qu'il voulait pour organiser les débats en question. Ici, dans le Grand Est, on a fait des sortes de focus group avec la population, des représentants de la population, en partant du principe qu'ils ne devaient pas être formés auparavant, et donc on a recueilli leurs sentiments, leurs avis. Et tout ça a été assemblé, synthétisé, c'est remonté, c'est parti au CCNE, et puis on l'espère, on ne sait pas, aux députés. Je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Est-ce que dans l'avenir, dès lors qu'on veut réviser les lois bioéthiques à nouveau, qu'est-ce que vous nous conseilleriez comme méthode? Est-ce qu'il faut plutôt prendre des gens formés? Est-ce qu'il faut les éduquer? Un peu comme ce que vous avez dit pour les jurys populaires. Ou est-ce qu'on continue à prendre l'avis d'une population à peu près représentative? Qu'est-ce qui serait le plus pertinent de faire, à votre avis? Je vous remercie pour votre confiance sur ma capacité à donner des conseils, mais je ne vais pas jusque-là. Moi, je crois beaucoup, pour les avoir étudiés dans le champ de l'anthropologie, à la réflexion sur les dispositifs de parole. Il faut que nous réfléchissions au type de dispositif que nous mettons en place pour que la parole puisse s'échanger. Je crois que l'enjeu, il est là. Et il faut que nous innovions de ce point de vue-là. La démocratie ne suppose pas que le citoyen est compétent par nature. Elle suppose que le citoyen est compétent par nature à condition qu'il soit informé. Donc moi, j'ai une réserve instinctive vis-à-vis du fait de tirer au sort quelqu'un, de faire un sondage en disant on vous prend à froid, dites-nous ce que vous pensez. Écoutez, chacun d'entre nous, si on le prend à froid sur des questions qu'il ne connaît pas, il va dire pas mal de bêtises, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai cité tout au début cet exemple des jurys d'assises. Je crois qu'avant de faire participer quelqu'un à un débat, il faut lui donner les chances d'y participer vraiment, c'est-à-dire qu'il puisse être informé des enjeux, qu'il puisse avoir les moyens de se construire un minimum de savoir sur la question dans laquelle il va parler, et c'est à partir de là qu'on pourra considérer qu'il est représentatif. C'est pour ça que j'ai parlé de ce dispositif de parole très long et très fastidieux des jurys d'assises,
où on refait toute l'affaire. Le magistrat, le président de la Cour, tout au début, lit l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire il redit toute l'affaire pour qu'on reparte du début et qu'on ne considère pas acquis que les gens sachent. On revient toujours sur la même question, l'éducation, la culture, la pédagogie. Nous ne sommes pas par nature immédiatement compétents quand on nous sollicite. Par contre, nous avons la responsabilité de nous informer et c'est à partir de là qu'on est responsable. Moi, je crois que si beaucoup des gens qui parlent sur Internet étaient mis honnêtement, clairement, dans un débat, je dirais, dans un débat simple, qu'on leur faisait prendre conscience des effets de leurs paroles, un certain nombre d'entre eux, pas tous, un certain nombre d'entre eux réfléchiraient. Le problème, c'est qu'on a déconnecté aujourd'hui dans notre société la parole et ses effets. Je peux parler, je suis libre de parler, je parle. Si on n'est plus au clair sur ce que provoque notre parole, alors on n'en est plus responsable, on cherche à mieux s'informer et on peut participer à des dispositifs du type de ceux que vous proposez. Mais ça pose aussi la question de l'échantillonnage, parce que, et c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, Brigitte Fanny-Cohen, par rapport aux antivax, c'est qu'aussi ceux qui vont s'exprimer ne sont pas forcément des gens qui ont été choisis au hasard dans le bottin. Et je ne pense pas que ce soit forcément une question de temps à consacrer. C'est probablement des gens qui travaillent autant ou pas, je ne sais pas, mais c'est aussi une question de foi, une question de conviction. Alors j'utilise le terme de foi parce que c'est à peu près le même ressort, me semble-t-il, dans les questions de bioéthique, quand il s'agit d'une foi dans le caractère dangereux et poison du vaccin, que ce soit dans la foi religieuse, dans un certain nombre qui s'invite, dans un certain nombre de débats bioéthiques. Donc là aussi, je pense que ce qui est particulièrement important, c'est l'échantillonnage et faire attention à prendre effectivement des gens qui ne vont pas être choisis parce qu'ils ont envie de s'exprimer, parce que c'est comme si on faisait un juré avec des gens qui avaient envie d'être jurés uniquement, on aurait probablement des résultats très étonnants pour les procès. Merci beaucoup. C'est plutôt un commentaire par rapport à ce que M. Breton et M. Nizan ont décrit jusqu'à maintenant. En fait, je crois que ce que vous avez essayé de peut-être mettre en évidence, c'est des espaces de violence. On n'est plus du tout dans des rapports de parole. On n'est plus du tout dans des rapports de compréhension. Parce que, voilà, c'est des rapports de hiérarchie. Et là où il y a hiérarchie, là, il y a des conflits. Et des conflits, enfin, un médecin qui essaie de soigner des gens et qui est traité, comme vous avez expliqué tout à l'heure, je ne suis pas sûre qu'on arrive à avancer vers la vérité, vers l'objectivation, vers plus de compréhension, mais bien au contraire. Et peut-être ce développement-là, on le doit aussi en partie à ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui, on n'arrive plus à se contrôler. C'est plus du tout la question de la responsabilité. On peut dire quelque chose, mais on ne sait pas où ça va, ou vers quoi ça va, même si l'intention derrière, elle est justement celle d'une parole responsable. Le problème, c'est, je crois, jusqu'où les effets de notre parole vont s'étendre. Et parfois, elle peut créer cette parole-là, même si elle est censée être raisonnable, un espace de violence qu'on n'arrive plus à contrôler. Merci. Si quelqu'un veut réagir, sinon je passe la parole. Il faudrait peut-être prendre un peu de recul. Le combat de la raison et du raisonnable contre, comment pourrait-on appeler ça, pas l'ignorance, parce que ce n'est pas l'ignorance qui se bat, mais le combat de la raison, c'est quelque chose qui date de l'intelligence humaine. On cherche à expliquer et la personne en face ne comprend pas ou ne veut pas comprendre. Mais la difficulté actuelle, je crois, c'est peut-être qu'on donne beaucoup trop d'importance à un phénomène qui est peut-être très marginal. Le fait qu'il y ait une montée incroyable sur un réseau social. Mais qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ça signifie peut-être pas grand-chose. Par contre, c'est répercuté d'une manière tout à fait étonnante. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que la démocratie, c'est quelque chose qui s'apprend. Et j'ai l'impression, je suis convaincu, qu'en France, nous n'avons pas, les Français n'ont pas appris la démocratie. Et dans une démocratie apprise et qui fonctionne, normalement, les hiérarchies sont comprises, acceptées, et elles fonctionnent parce qu'elles sont utiles et efficaces. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Alors, est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est les parents? En tout cas, il faudrait peut-être ne pas trop écouter ceux qui crient le plus fort. Est-ce que quelqu'un veut réagir?
Mais moi, c'est vrai que je reviens toujours à ce que je disais aussi au départ, moi, ça me pose la question de la recherche de la vérité. C'est-à-dire qu'on a vraiment, moi ça me fait penser à 1984, c'est-à-dire dans ce délire totalitaire où la vérité n'a plus forcément d'importance. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant de discuter ou de comprendre, plutôt que de dire, ben voilà, on est dans une bulle rationnelle et ceux qui ne sont pas rationnels, on ne va pas discuter avec eux. Peut-être aussi de se poser la question, mais pourquoi est-ce que les gens ne sont plus intéressés par la rationalité, Israël? Moi, j'aurais tendance à proposer deux choses très concrètes. Fin de l'anonymat sur Internet. Ça, c'est très concret, parce que avec un outil qui a une telle diffusion et des telles conséquences, les gens peuvent lancer des bombes de manière totalement anonyme, avec des conséquences terribles. Et deuxième proposition très concrète, traîner en justice les professionnels qui expriment des opinions contraires à l'EBM, Evidence Based Medicine. Quand on est professionnel, les gens ne peuvent pas voir si vous êtes de bonne foi ou de mauvaise foi. Ils ne peuvent pas le voir. Et un médecin qui dit à une patiente « ne vous vaccinez pas », c'est dans le cadre de la relation médecin-patient et je l'accepte. Un médecin qui vient et qui dit sur les ondes « je vous incite à ne pas vous vacciner », allant à l'encontre de toutes les conséquences publiées dans le domaine, celui-là, j'aimerais bien qu'on le traîne en justice pour responsabilité de santé publique. Donc ces deux choses seraient de nature à éclairer et améliorer notre démocratie, plus d'anonymat. Quand on met un truc sur Internet, on est repérable, traçable, et les professionnels de santé et les gens qui ont une parole publique expertale, quand ils s'expriment, ils sont responsables. Juste une petite précision peut-être pour le public, l'EBM, c'est ce qu'on appelle l'Evidence-Based Medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les faits et fondée sur les études. Et je pense que tu voulais dire effectivement ceux qui sont contre, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer un avis en disant non, c'est l'inverse ou c'est le... Voilà, parce que tout ne peut pas non plus être forcément expliqué par l'EBM, mais en tout cas pour les avis contre, je partage cet avis. Brigitte Van Nicoel. Oui, moi j'aimerais aussi peut-être en amont qu'on se pose la question de savoir pourquoi ce médecin qui publiquement sur les ondes, comme vous dites, dit au public de ne pas se faire vacciner, pourquoi ce médecin est-il invité à parler sur les ondes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi au niveau des médias une pédagogie à apporter, expliquer aux... Alors, je ne sais pas, les rédacteurs en chef, vous savez, les médias sont très suivistes, très moutonniers. Donc si effectivement un médecin comme celui-ci est invité sur une radio ou une télé, qu'il fait de l'audience, il va être réinvité ailleurs. Comme je vous le disais, il y a des emballements médiatiques qui sont incontrôlable parce que voilà, les médias se copient les uns les autres, invitent les mêmes personnes, parlent des mêmes problématiques, vont dans le même sens. Donc il y a peut-être aussi une pédagogie à faire au niveau des directions, des rédactions en chef pour peut-être faire le tri dans les invités, apprendre à mieux choisir, à ne pas laisser passer n'importe quoi. Bernard Berchi, avant la question Internet. Oui, effectivement, bon, suite à ce débat, j'ai l'impression que, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, la question, ce n'est pas la question de la controverse, c'est la question de la façon dont enfin, les médias, au sens y compris les médias sociaux, répercutent tout ce qui se passe. Parce que, prenons le cas de la vaccination. Quand au XVIIIe siècle, on a introduit l'inoculation, qui est l'ancêtre de la vaccination, bien, les débats ont déjà eu lieu. Parce que, et si vous prenez l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, un des plus longs articles, c'est celui sur inoculation, avec plein d'objections. Voltaire en parle dans son discours philosophique, Kant en parle, tout le monde en parle à cette époque. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, les Anglais sont pour la vaccination, les Français sont contre. Et Voltaire, qui est assez anglophile, n'est pas particulièrement content. Mais ça veut dire que je pense que dans le domaine médical, et notamment de l'intervention dans notre corps, le fait de mettre dans notre corps un certain nombre de substances, il y a toujours eu des débats là autour, des débats concernant le risque d'ailleurs, parce que là aussi l'inoculation, la tuait 2% des enfants inoculés, alors que
la variole c'était 25%, etc. Donc, il y avait déjà des débats à l'époque, donc je pense que ces débats sont tout à fait normaux, on ne va pas les arrêter. Et j'ai l'impression que le débat, le problème, c'est la difficulté qu'il y a maintenant, carrément, à entrer en dialogue avec... Au comité d'éthique de l'INSERM, on a fait une note, alors c'est un tout autre sujet, concernant la recherche sur l'embryon. Or, c'est un sujet aussi assez chaud dans notre pays. Il y a des associations qui sont contre. On leur a demandé de venir pour pouvoir en discuter. Ils n'ont jamais répondu, tout simplement. Dire que la stratégie maintenant, mais vous l'avez souligné, c'est qu'on ne discute plus. On affirme un certain nombre de choses. Et ça, je pense que c'est quand même une certaine régression vis-à-vis par rapport à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert sur ce plan-là. C'est-à-dire l'idée que le débat, qui était quand même une sorte de facteur de progrès, est devenu quelque chose à éviter actuellement. On va terminer avec la question de Pierre. S'agit-il vraiment de Pierre? C'est sur Twitter, on ne le saura pas. Ne serait-il pas temps, voire urgent, de considérer comme impératif l'introduction de nouvelles matières d'enseignement telles que la vérification des données et des sources? Je rappelle que la lecture critique d'articles chez les médecins est apparue il y a une poignée d'années à peine. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Certainement, oui. Je pense que... Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement. En tout cas, d'après l'expérience que j'avais eue de mes enfants lorsqu'il y avait les travaux, je ne sais plus quoi, enfin quelque chose qui se faisait en première où les élèves devaient faire un dossier, il y avait quand même déjà un embryon de ça. Moi, dans le supérieur, c'est évident qu'on apprend aux étudiants qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique, qu'est-ce que c'est qu'un débat scientifique, qu'est-ce que c'est qu'une citation, etc. Oui, ça fait partie de la culture de base que tout un chacun devrait avoir. Oui, je suis d'accord avec la question, mais il y a quelque chose qui manque cruellement dans notre système scolaire aujourd'hui, et ça manque moins dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, pour faire la différence, c'est l'apprentissage du débat, du vrai débat. Je trouve qu'il faudrait prendre le problème par la racine, puisqu'il faut convaincre de la rationalité, il faut convaincre de la démocratie, mais si on ne convainc pas de la nécessité du débat, ça ne sert à rien. Donc c'est la base, c'est la racine, et notre système scolaire a des marges de progression, comme on dit aujourd'hui, très importantes. On ne peut être que d'accord devant cette espèce comme le disait Philippe Breton, de guerre civile, que la seule prévention, une des préventions, c'est d'élever le niveau général d'esprit critique de toute la population, et quoi de mieux que l'éducation pour ce faire. Mais là, à nouveau, je n'arrive pas à restreindre mon pessimisme. Faites donc bouger l'éducation nationale. Sur ces dernières paroles, je vous remercie tous d'avoir participé à ce débat, d'avoir élevé un peu à nous aussi notre niveau d'esprit critique. Et on se retrouve à 14h pour la suite.